Bonjour les amis et bienvenue dans le Super Enzo Show spécial interview saison 2 épisode numéro 2. Comme d'habitude à la rencontre de personnes incroyables qui ont créé l'impossible là où personne ne les attendait. Une opportunité pour nous de rentrer dans leur tête, de se glisser dans leur basket. Aujourd'hui les amis, nouvelle invitée incroyable, Bertrand Millet, un entrepreneur qui a vécu la moitié de sa vie entre sa valise et les hôtels. Il a voyagé dans énormément de pays, nomade digital pendant plus de 10 ans. Il va nous raconter sa vie de voyage, sa vie d'aventurier nomade digital moderne et de voir un peu qu'est-ce que c'est que de vivre la vie d'un Indiana Jones 2020. Vous allez voir une discussion très profonde entre deux amis. On partage nos aventures, nos mélancolies, nos bons moments comme nos pires moments de voyage et d'entrepreneuriat. Vous allez kiffer, c'est sûr. Si tu veux découvrir plus d'interviews inspirantes de personnalités impactantes, alors c'est très simple, il suffit de mettre un like juste en dessous de cette vidéo et nous mettre en commentaire le nom de la personne que tu aimerais que j'interviewe sur la chaîne. Que ce soit un artiste, un entrepreneur, un sportif, peu importe, quelqu'un qui t'a impacté, mets-moi le commentaire juste en dessous. Celui qui aura le plus de likes en dessous de son commentaire, alors je ferai tout ce qui est en mon possible pour interviewer cette personne. Je vous souhaite de passer un excellent épisode avec Bertrand Millet. Je vous dis juste après, à tout de suite. Salut Bertrand, quel plaisir de te retrouver sur le podcast. Tu sais qu'à l'instant T où on tourne cette vidéo, le dernier podcast posté sur les Entrepreneurs 2.0, qui est mon ancien podcast, c'est toi. Oh, cool. On parlait de quoi ? On parlait de plein de choses, comme d'habitude. On parlait de business principalement, d'amour, de la vie, etc. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, pratiquement 1 an et demi après. Il y a plein d'updates, il s'est passé plein de choses dans ta vie et puis j'aimerais qu'on en discute ensemble. Ça te va ? Ça me va hyper bien, ça me va super bien. Ça me fait toujours plaisir quand on passe du temps ensemble. Et donc, go, passons un moment de folie tous les deux. Alors, on a de nouvelles habitudes, tu sais, parce que qui dit nouveau podcast dit nouvelles habitudes. On commence tout de suite avec les questions ouvertes. Ce que je te propose, c'est que tu t'installes tranquillement dans ton siège. Grande inspiration, on expire calmement, on est à la maison, on est tranquille, on est entre nous. Alors, la première question du coup que j'ai pour toi, Bertrand, c'est blonde ou brune ? Blonde. On parle des bières, bien évidemment. On parle de bière. On parle de bière parce que si on parle de nana, c'est problématique. L'histoire aurait tendance à dire que je serais plutôt brune si on était sur des nanas. Mais en bière, on serait sur de la blonde sans hésitation. Le pays où vivre, c'est où ? Pour moi, c'est toujours le prochain. Ok, c'est intéressant. Je suis un voyageur invétéré, donc le pays dans lequel je suis actuellement, je le kiffe, mais je suis toujours en train de regarder le prochain et je suis toujours en train de me dire « Oh, dans le prochain, ce sera vraiment cool ». C'est quoi le salaire idéal selon toi ? Celui pour lequel tu n'as plus besoin de... Celui pour lequel, si tu gagnes 1 euro de plus, tu sais plus quoi foutre de 7 euros. Il t'encombre. Donc, c'est propre à chacun. J'en parlais ce matin, en fait. Je faisais une interview ce matin avec une formatrice qui forme les psychologues, etc., à remplir leur cabinet. Et on a fait tout un travail autour de ça. Et c'est vraiment la réponse à laquelle je suis arrivé et c'est celle que j'ai eu envie de lui partager en lui disant il y a que ça qui compte, en fait. Il y a vraiment que ça qui compte. C'est tu fais ton truc, enfin, tu fais peu importe comment tu veux le faire. Mais le plus important, c'est tu t'arranges pour que 1 euro de plus, tu ne saches pas quoi en faire. Ça ne te serve à rien. Ça te sert plus à rien. Voilà. C'est quoi le super-héros qui t'inspirait quand tu étais gamin, le super-héros qui te donnait envie de te transformer, d'avoir des super-pouvoirs ? Spawn. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un héros hyper sombre. C'est vraiment un héros super sombre. Il traîne dans les égouts. C'était sur Canal Jimmy, je crois, à l'époque, qui passait. Et j'adorais ça. Je trouvais ça juste charmé, ce héros, parce qu'il était c'était dark, il avait à la fois un côté super-héros, donc il venait
en aide à des gens pour des causes justes, mais en même temps, le mec avait un peu de profondeur dans son personnage parce que il se cachait dans les égouts parce que il se supportait pas lui-même, d'ailleurs, hein, il faut le dire, parce que il avait fait des conneries dans son passé et tout. Donc, non, je trouve ce héros c'était fascinant. Enfin, pour moi, il était vraiment fascinant. 458 ou 806? Je suis pas bagnole. Donc, s'il y a une référence bagnole, je suis à côté complètement. Donc, je suis un vrai tocard de la bagnole. Genre, j'ai un petit frère, lui, c'est sa passion. Mais est-ce que 458, c'est une bagnole? Déjà, tu vois, je suis même pas sûr. Je crois que c'est d'être une Ferrari, non? C'est pas un truc comme ça ou La majorité des gens répondent à cette question à côté. C'est-à-dire que la majorité des gens me disent 806. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre le plus grand. Ok. Tu vois? Mais effectivement, toi, déjà, tu as compris que c'était une voiture dont on parlait. Donc, effectivement, dans tous les cas, ces questions, c'est toujours une question d'interprétation. Mais c'est Ferrari 458 ou 806. Tu sais, le Peugeot 806, la bonne vieille Peugeot 806, familiale. c'est bien une Ferrari. Putain, je suis fier de moi. Ah, t'es bon quand même, t'es bon. Et tu m'aurais dit que j'allais répondre juste à cette question. Mais écoute, non, mais en fait, je dois ça à mon frère et à mon père qui sont des dingues de bagnole, mais vraiment des dingos de bagnole. Laisse tomber, ils sont complètement cinglés de voiture. Moi, j'y connais que dalle. J'y connais, voilà, tu vois, je me doute. Enfin, tu vois, j'ai vu ça, je me suis dit, ce sont deux bagnoles. Mais donc, oh, écoute, je vais te dire plutôt, plutôt Ferrari. Écoute, en même temps. En même temps. En même temps. C'était quoi, il y a 2 semaines, j'ai un pote qui est venu et pour l'occasion, lui, il avait loué une Porsche, je crois que je sais plus laquelle, une grosse Porsche qui fait vroom vroom. Et tu vois, ça c'est mon niveau. Parfait. Si tu peux la reconnaître grâce à ça, c'est que t'es fort. Parfait. Et donc, en gros, donc voilà, il loue cette Porsche qui fait vroom vroom. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va rouler avec et tout. Et j'ai été, je vais pas dire déçu parce que déçu, ça ferait genre un peu pédant et prétentieux, mais pas loin. Genre, j'ai trouvé ça pas confortable, j'ai trouvé que c'était trop bruyant, j'ai trouvé que ça me cassait la tête. On a fait, je sais pas, j'ai dû conduire 45 minutes avec, en faisant quelques pointes. Et voilà, donc peut-être que c'est pas ton plaisir, quoi. Ouais, je vais faire le vieux. Moi, je vais te dire 806 parce que c'est gros, c'est un tank et c'est confortable, quoi. Voilà. Les vacances de rêve, elles ressemblent à quoi pour toi? Aujourd'hui, pour que ce soit vraiment dans le rêve, c'est quelque chose que aujourd'hui je me sens pas encore tout à fait capable de faire. Ce serait des vacances vraiment 100% déconnectées pendant 7 jours avec des amis qui sont là. Donc, c'est-à-dire 7 jours avec des potes très très proches dans lesquels je n'ai même pas mon ordinateur sur moi et le téléphone qui reste, je l'oublie pendant une semaine. Ça, ce serait des vacances de rêve. Eh bien les amis, en tout cas c'est l'interview à jour de Bertrand Millet. Aujourd'hui on va parler du coup de offrir tous ses business. Bertrand a donné ses business, il a fait un jeu concours pour offrir ses business, on va en parler. J'aimerais également qu'on revienne un peu sur Fast and Fluent. Du coup, est-ce que ce business-là aussi, tu l'as donné? Et puis cette idée d'être polyglotte, si vous ne le savez pas, Bertrand parle beaucoup de langues, hein, on va voir combien et surtout pourquoi et comment. Bertrand est également directeur marketing du coup chez LearnyBox. Moi j'aimerais qu'on parle de LearnyBox versus ton business, hein. Comment est-ce que tu gères les deux casquettes? Pourquoi est-ce que je choisis de développer des projets comme ça en parallèle? Et on va également parler de après quoi tu cours. Mais tout de suite on démarre le round 1, c'est parti. Bertrand, du coup, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Même si, comme on l'a déjà dit, il y a une interview bien en profondeur déjà présente sur le podcast. Rapidement, qui es-tu? On va dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, je suis consultant marketing dans un délire qui s'appelle marketing mentaliste, parce que ça rejoint bien 2 passions. La première, c'est la psychologie humaine appliquée avec des approches type hypnose, PNL, etc., qui est mon background. Et puis le marketing qui est ce pourquoi j'ai décidé de regrouper mes compétences et mes qualités, donc justement pour aider des gens, moi y compris, à mieux mettre en avant ce qu'ils ont à vendre, ce qu'ils ont à proposer au monde. Voilà, donc c'est le plus simple que je puisse faire, je pense. Ça fait combien de temps que tu vis du web, toi, Bertrand? Alors que je vis du web, ça va faire, ma 6e année, et que je vis de l'entrepreneuriat, c'est ma 18e année.
Parce que je suis un peu un dinosaure. Bah, je suis un peu un dinosaure. Juste avant de te lancer dans le web, du coup, c'était quoi ton business? Celui de juste avant, le tout dernier avant de me lancer dans le web, c'était un business qui s'appelait Horizon et qui était en fait un gros cabinet de consultants et de formateurs, puisque au summum de l'activité, ça a fait tourner 40, 40 consultants et formateurs. Voilà. Tu récupérais, en gros, vous étiez un catalyseur de mission pour la formation et puis vous dispatchiez des formateurs. Et du coup, derrière, naturellement, tu as développé un petit peu ça aussi en ligne. On pourra en reparler parce que finalement, aujourd'hui, une grosse partie de ton activité, ça tourne quand même autour de la formation et du coaching. Tout à fait. On te voit pas mal tourner en ce moment en publicité. Alors, c'est vraiment en ce moment particulièrement avec le lancement d'Olivier Roland. Aujourd'hui, tu interviens dans le mastermind d'Olivier Roland. Tu donnes des coachings aux membres de Blogueurs Pro pour le mastermind Elite. Mais aussi, on te voit en tant que témoignage en disant « Hey, coucou, j'ai lancé mon blog. J'ai réussi à gagner 100 000 euros en un an grâce à mon blog. Et je m'installe à Malte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ça remonte à quand? Ah ouais, c'était il y a un bout. Écoute, ça remonte à... ça va être facile. Je suis arrivé sur le web en 2015 avec la formation d'Olivier Roland. Puisque quand j'arrive sur le web en 2015, j'y connais rien en fait au web. Mais j'y connais rien du tout. C'est-à-dire, je crois que je me demande si je m'achète pas un ordinateur pour l'occasion. Ah oui. Tu vois, genre avant ça, j'avais plus, je crois, d'ordinateur, plus rien. Enfin, laisse tomber, j'étais en galère. Et parce que c'était pas mon truc, hein, tout simplement, c'était pas mon délire. Donc, je disais j'avais à l'époque donc des potes qui étaient donc comme moi des coachs, des formateurs, etc., qui eux avaient fait la transition Internet. Okay. Ils étaient déjà partis sur le web. Et puis moi, j'étais un peu à la traîne et tout. Puis un jour, je m'intéresse à tout ça. Je tombe sur une pub d'Olivier Roland, je dis vas-y, on va prendre ça puisque j'ai besoin d'avoir une aide sur tout ce qui est technique. Donc je prends ce truc-là et puis je lance. Comme j'avais vraiment besoin d'aide technique et que j'avais pas particulièrement besoin d'aide marketing ou quoi que ce soit, ça a été assez vite pour moi la formation parce que dès que j'ai pris en main les outils, j'ai fait un peu ce que je savais faire, donc j'ai vendu. Ensuite, comme je suis pas trop mauvais dans tout ce qui est networking, je me suis entouré de gens qui étaient excellents dans le domaine. Donc, j'ai reçu les conseils des meilleurs, les conseils de gens qui sont pour moi des légendes du web, qui ont bien accepté de me prendre sous leur aile. Et donc, ça a décollé très vite. Et forcément, quand toi, tu es formateur sur le web et que tu as un de tes élèves, qui est quelqu'un qui fait partie de ta promo, qui décolle, ça fait briller ta formation. Donc, quand Olivier il a su que j'étais dans sa promo, machin, ça a forcément cliqué. On avait on va dire un clic de raison qui s'est fait entre nous. Lui a dit, c'est trop cool, tu vas faire briller ma formation. Moi, je trouvais que c'était cool, c'était une belle exposition. Et donc, on y allait. Et pour te donner un peu le camp, c'était 2015. Je crois que c'est juin 2015 donc septembre 2015, je me lance. Et l'interview, elle se fait quand j'arrive à Malte, c'est-à-dire quelque chose de 2017, je crois, ou 2017, un truc comme ça. Et du coup, le blog que tu vas partir, c'est Fast and Fluent, justement. Un blog dans lequel tu apprends aux gens à apprendre une langue étrangère très rapidement. C'est ça. C'est quoi? C'est un business que tu avais avant? Ça n'a rien à voir du coup avec le business core que tu faisais avant, qui était la formation. Donc, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que je suis la formation. Tu sais, moi, je suis un soldat. Quand je fais une formation, je suis un mec, je suis bête et méchant. Moi, tu me dis module 1, trouver une idée. Je fais module 1, trouver une idée. Module 1, A, pour trouver une idée, il faut faire ABC. J'ai fait ABC. Et puis, tout ça, c'est arrivé et ça a fait, les langues. Vas-y, ok, les langues. Et en fait, je suis parti dans ce business très pragmatique en me disant, j'applique la méthode me fait arriver aux langues, je fais un truc sur les langues, je lance les langues, et puis voilà, c'était ça. J'aimais les langues, sinon je l'aurais jamais fait, mais j'ai pas fait partie des gens qui se disent, moi c'est ma mission de vie, donc vas-y, j'y vais, je lance. Non, pas du tout. Moi, je fais partie des gens, à un moment donné, un business, c'est un business. Et ce côté polyglotte, comment il est arrivé dans ta vie et c'est arrivé quand? Un peu brune ou blonde? C'est pareil, c'est les femmes. C'est les femmes qui t'ont amené à la langue, les femmes et la bière, les deux. Les femmes et la bière, ça va ensemble, de toute façon. Oui, c'est ça, ce sont les femmes et la bière qui m'ont, les femmes principalement qui m'ont amené aux langues, ouais, bien sûr, puisque
à l'âge de 18 ans, j'étais en couple et éperdument amoureux d'une Tunisienne. Mhm. Et donc, dans notre relation, j'ai la langue, je m'y suis intéressé. Et en fait, c'est venu très facilement. C'est venu très, très facilement. Enfin, c'est venu facilement. Disons que j'ai pas trouvé ça difficile. Après, j'étais très mal organisé. C'est parti dans tous les sens. Donc, j'ai pas été très bon. Mais j'avais pas de problème à assimiler tout ça. Et puis après. Donc, tu as appris l'arabe? Donc, tu as commencé à apprendre Donc, j'ai l'arabe à appris l'arabe 18 ans? tunisien. Voilà, Mhm. l'arabe tunisien, absolument, à 18 ans. Et puis, là où ça a vraiment tout changé, c'est que à 30 ans, là, j'ai rencontré une Iranienne et là, je me suis mis à apprendre le persan. Et ce qui était marrant, c'est que j'étais plus vieux, donc censé être plus hermétique à l'apprentissage, Moins moins coachable, souple au ouais. niveau du cerveau et tout. Grave. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite parce que j'avais tellement appris sur des méthodes d'apprentissage rapide que j'ai appris, mais à une vitesse de fou. Et qu'en Iran, ils étaient dingues. Donc, j'ai habité en Iran 1 an et demi après. Ils étaient ouf quand je suis arrivé de comment je parlais par rapport à mon background, depuis combien de temps j'apprenais. Et donc, après, au fur et à mesure, j'en ai fait une méthode, en fait. Et je me suis dit, si je peux faire ça avec le persan, je peux faire ça avec l'espagnol, je peux faire ça avec l'allemand. Et puis, d'un seul coup, voilà, je me suis mis à apprendre plein de langues comme ça, pour déconner, quoi. Tu parles combien de langues aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'en perds un peu, puisque comme c'est plus mon business, voilà, Tu je suis pratiques un peu moins? moins dedans. Hmm. Je pratique beaucoup moins. C'est notamment, pareil, le persan, tu vois, le persan, je suis plus en couple avec cette personne-là, donc j'habite plus en Iran non plus, donc au quotidien je perds forcément. Et puis quand plus t'es dans les langues, plus t'es exigeant pour dire je parle pas. Mais disons que si je dois faire un point, donc j'ai 4 langues dans lesquelles je peux vraiment avoir des conversations, passer toute une soirée à déconner avec des Ouais, c'est subtilités, fluide, etc. c'est limpide, Ouais, sans problème. complètement, Français, complètement. anglais, espagnol Et persan, et français, anglais, persan. espagnol et persan. Voilà, ce sont les 4 langues avec lesquelles je vais pouvoir vraiment m'éclater. Ensuite, j'ai des langues dans lesquelles je peux passer 10 jours de vacances sans changer de langue, qui vont être l'allemand. Et ça, c'est vraiment l'allemand. Et aujourd'hui, le portugais, puisque je vis au Portugal et que je fais l'effort d'apprendre le portugais. Donc aujourd'hui, je le baragouine, je le casse, mais je vais pouvoir sans aucun problème me débrouiller, passer, je te dis, 10 jours sans parler autre chose que le portugais et pouvoir vivre tranquillement. Maintenant, tu me mets dans une soirée, je vais être à la ramasse, quoi. Tu vois, je vais pas pouvoir m'éclater, je vais être un peu à l'ouest. Et puis après, tu as des langues pour lesquelles je vais pouvoir survivre, je vais pouvoir voyager dans le pays et puis survivre, qui vont être l'arabe tunisien toujours. Et j'ai également le russe. Pareil, le russe, j'ai un niveau de survie qui peut sans aucun problème me permettre d'aller en Russie et de Est-ce m'éclater. qu'on sait dire abonnez-vous à ce podcast et laissez 5 étoiles en russe? En russe, non. Alors, tu vois, par exemple, voilà, c'est ce genre de truc, on est dedans. Voilà. On est dedans. Voilà, ça, je peux pas le dire en russe, puisque ça ne me permet pas ni de manger, ni de dormir. Ouais, Je c'est peux pas les donc, basiques, quoi. Euh, Quel est ton super pouvoir aujourd'hui, Bertrand? Comme le mon super-héros que tu super suivais quand t'étais gosse, qui avait ses super pouvoirs, si toi aujourd'hui t'avais un super pouvoir, ça serait quoi? peut-être celui de rendre les choses simples et pour moi et pour les autres. Les trucs les plus compliqués, d'arriver à les rendre simples pour moi et pour les autres. Comment est-ce que t'as découvert ce super pouvoir du coup? Parce que les choses m'ont toujours paru hyper simples. Et à chaque fois que les gens, je disais, ah là, c'est compliqué, moi je trouvais ça simple. On m'a dit, j'ai dit, ouais, je vais faire des études. Putain, je vais aller faire un master de droit. Oh, c'est hyper compliqué. Ouais, je vais le faire. En plus, je vais le faire à la maison parce que j'ai pas envie d'aller à la fac. Oh, tu vas voir, c'est encore plus compliqué. Et puis, je vais prendre droit des affaires, je vais prendre en plus option droit fiscal, machin. Oh là là, c'est le pire des droits. Et au final, je me retrouve à finir mon master à la maison. Je finis avec une mention très bien, 18 et demi en droit fiscal. Enfin, tu vois, et ça m'a toujours paru super simple. Et je crois que plus les gens me disent un truc est compliqué, plus j'arrive à me dire, mais en fait, non, c'est très simple. Et par un travail d'analogie, de choses voilà, de faire des liens, etc. Et derrière, pareil, avec 15 ans d'années, plus de 15 ans d'années en tant que formateur, à avoir passé ma vie à expliquer des choses, j'avais toujours ce retour de gens qui me disaient, putain, quand tu me racontes les choses, ça m'a toujours l'air super clair. Et donc, c'est resté. Au bout d'un moment, j'ai pris le feedback et je me suis dit, je pense que j'arrive à rendre les choses claires. Et est-ce que c'est genre un super pouvoir, t'es né avec un super cerveau qui te permet de comprendre et de voir les choses, ou est-ce que t'as appris, est-ce que t'as déconstruit, comment ça marche selon toi? C'est pas facile. Je pense que c'est un truc, celui-là, c'est vraiment un truc que j'ai depuis petit, je pense, parce que après, mais c'est toujours difficile parce que si vous avez une mère qui vous regarde avec des yeux d'amour
elle vous raconte toujours les choses Que vous êtes extraordinaires. le plus beau et le plus gentil. Donc, si tu veux, quand j'écoute ma mère, je faisais des trucs extraordinaires. Voilà, mais je sais pas le dire. Je pense que oui, cette partie-là, j'ai toujours appris vite. J'ai toujours trouvé les choses simples. Et après, tu as Mais bossé bon, pour essayer de créer, comprendre des méthodes, comprendre des schémas, c'est ça? ouais, beaucoup plus. Après, par contre, ça a un contrependant qui est pas cool. C'est que, ben, à cause de ça, souvent, je me lasse très vite et donc je deviens pas un expert Hmm. très poussé dans un domaine. C'est très rare que je sois un expert d'un domaine parce que très rapidement, ça va plus m'amuser en fait. Tu vois, ça va être marrant 10 minutes. Et puis, bah, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire. Enfin, tu dis bon, Il n'y a plus rien voilà. d'excitant à découvrir. Ouais, j'ai compris. Mais Voilà. en fait, t'as rien compris. Tu crois que t'as compris, mais t'as compris que dalle en fait. Mais toi, tu te dis bon bah j'ai compris. Ça y est, je sais. Mais en fait, tu sais, tu pourrais continuer à pousser, mais tu pousses pas. Et tu as Voilà. réussi ça, C'est un petit t'as peu. réussi dans certains domaines à contrer un peu cette nature et aller en profondeur, à te forcer à dépasser ce blocage? Écoute, j'allais dire la guitare, la musique de façon générale, mais même en musique, je trouve que il y a des périodes dans lesquelles je vais le faire, je suis à fond, et des périodes dans lesquelles je vais être beaucoup plus en dilettante. Donc, même en musique, je trouve que je suis pas au max. Peut-être en business, parce que ça commence à faire un moment que j'y suis et J'allais te que dire quand je même le continue à marketing m'améliorer. peut-être, hein, la formation, le Ouais, marketing. je pense que oui, parce que là, ça va faire 18 ans que je suis dedans, que encore aujourd'hui, je continue à m'améliorer, que je suis sur des trucs qui sont hyper pointus et qui, c'est-à-dire que quand je fais du marketing et que je parle avec des gens qui sont des pros du marketing, très souvent, et c'est peut-être un des seuls domaines, j'ai en face des retours qui sont de l'ordre de ah ouais, là tu m'as mis une giflasse, là tu m'as montré un truc, waouh. Donc ouais, peut-être que sur le marketing aujourd'hui, mais parce que c'est comme tout, c'est parce que le marketing actuellement, ça reste un des seuls trucs que je fais. Tous les J'en jours, fais le temps passé quoi. ouais, par jour, tous les jours, et j'en fais à fond, à fond, à fond. Et je me cultive, et je grandis, et j'apprends, et je continue. Donc voilà. Donc peut-être, ouais, effectivement, le marketing aujourd'hui, comme la musique à une époque. Et Mais finalement, tu te lasses pas parce que tu mets de la diversité avec tes clients, parce que tu... c'est une bonne question. Je pense parce que je chante. En fait, déjà, il y a un premier truc, c'est que je me suis rendu compte, et ça, c'est important, que j'étais pas bon dans un truc dans lequel je pensais que j'étais bon. Je suis pas un bon entrepreneur. Moi, je suis un excellent créateur d'entreprise, mais je suis pas un bon entrepreneur. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, On t'entend plus. Ah, attends. je le branche. Tu m'entends? Ouais. Mais je pense que c'est la connexion. Ah, Ok. non, Vas-y. c'est moi. Parce que manque de... Mes écouteurs manquaient de batterie. Je pense que c'est ça. Ouais. Allô, T'es un allô? peu flou dans tous les Ouais. cas, donc vas-y. Ok. Tu m'entends, toi? Ouais, ouais, je t'entends, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc ouais, donc je disais que j'ai accepté, j'ai fait un deuil d'être un super entrepreneur il y a pas longtemps pour me rendre compte que j'étais un super créateur d'entreprise, mais que j'étais pas un entrepreneur de fou. Par contre, créer des entreprises, j'adore. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, ça m'a permis d'arrêter d'être dans ce truc de je vais créer une boîte, une seule, et puis je vais la faire grossir, et puis elle va devenir balèze, et puis machin. Non, moi je me suis dit mon art, il est pas là-dedans. Mon art, il est de lancer des business et puis après d'en faire d'autres choses. Et c'est comme ça, ben, ça va faire une transition quelque part, mais que tu te retrouves à lancer plein de business et puis te dire, ben, en fait, il suffirait que je les donne. Et puis si j'arrive à trouver un moyen de récupérer de la valeur alors que je file des business qui sont déjà créés et que je les donne à d'autres gens, ben, en fait, ça me fait un business model qui pourrait exister. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai créé un business model qui me correspondait beaucoup mieux, que d'un seul coup, les choses sont devenues faciles et non lassantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si j'étais dans un modèle simple où tu crées une boîte, tu tentes de la monter, c'est toi-même qui la gère, tu prends machin, je pense que j'aurais arrêté, ça m'aurait saoulé. Là, j'aime bien ce que je fais en ce moment. Ok, mais justement, tu vas pouvoir nous en parler. On va tout de suite attaquer le round 2. On est dans l'interview du coup de Bertrand Millet et on va découvrir mais pourquoi est-ce qu'il a offert tous ces business, voyons.
Avant tout, les amis, une petite page de publicité. Millionaire Mindset, le bouquin est disponible dans la description juste en dessous. Comment j'ai quitté mon job, créé un business et fait le tour du monde en 1 an. Je vous partage tout mon parcours et tous les éléments qui ont vraiment fait la différence dans le fait d'avoir quitté mon job, créé un business et réussi à m'émanciper. C'est un vrai bouquin de développement personnel avec plein d'exercices qui va vous permettre d'évoluer. Il est dispo dans la description juste en dessous. Il vous suffit de payer les frais de port et vous le recevez à la maison. Bertrand, du coup, avant de parler des business que tu as offerts, quelles sont tes 3 plus grosses galères que tu as vécues là, sur les 18 derniers mois depuis qu'on a échangé? Ah, sur les 18 derniers mois, ça c'est intéressant. Sur les 18 derniers mois, les plus grosses galères. Tu sais, les trucs que personne ne sait, tes petits secrets de Batman. Ouais, mes petits secrets de Batman, il y a une. Qu'est-ce qu'on a pu avoir dans les petites galères? Attends, 18 mois, ça me ramène à quand? Ça va être plus important, je pense. 18 mois, donc on est quoi? On est 2020, donc ça veut dire janvier 2019. Ouais, début 2019, ouais. L'année 2019-2020. Départ au Portugal, non? T'es parti quand au Portugal? Je suis parti 2020, janvier 2020, je suis parti au Portugal. Avant ça, j'étais au Canada et avant ça, j'ai fait un grand road trip. Puis je suis parti de Thaïlande aussi. Mais écoute, si dans les trucs un peu galères. Ouais, dans les trucs qui étaient pas forcément cool. J'ai perdu mon grand-père. Ça a été un truc qui était pas cool. Quand on a une vie de nomade, du coup, naturellement, c'est un choix. On est moins présent avec nos familles. C'est un des sacrifices, c'est un des prix à payer. Comment est-ce que tu vis ça quand effectivement il y a le départ d'un proche comme ça et que ça nous impacte? Surtout CF, l'ancienne interview, si vous ne connaissez pas la relation du coup Bertrand grand-père. Oui, je pense qu'à un moment donné, tu le vis en mode, comme tu dis, ce sont des deuils et je porte pas la culpabilité de ça. C'est-à-dire que c'est un choix à un moment donné de dire, je suis là. Après, disons que la vie parfois fait bien les choses, puisque un de mes gros clients se situe à Montpellier. J'y vais pour ces raisons pro régulièrement et mon grand-père habitait dans cette région-là et donc c'est vrai que sur la fin de sa vie, j'ai quand même été beaucoup plus présent paradoxalement que quand j'étais peut-être moins nomade à l'autre bout du monde. Cool. Et donc les choses se font assez bien finalement. Et puis après, c'est aussi avoir, en tout cas pour moi, la possibilité d'inviter mes proches chez moi et par exemple ma mère c'est souvent, je lui ai donné l'occasion de venir me voir et dans des pays où elle aurait jamais voyagé seule. Ma mère est venue me voir en Iran, elle est venue me voir en Espagne, elle est venue me voir à Malte, elle est venue me voir en Thaïlande. Et je pense qu'elle aurait jamais fait ces voyages si j'avais pas été là. Et c'est aussi une des fiertés de cette vie-là. Mais je pense que oui. T'as jamais culpabilisé de voyager? Tu t'es... Non, alors après, parce que peut-être, je sais pas, mais ma mère alors c'était à une autre échelle, mais si tu veux, ma mère et mon père, eux, sont partis de leur famille qui habitaient dans des régions qui étaient très opposées pour venir à Paris. Et donc, ils ont fait déjà ce choix-là, donc c'était peut-être moins loin, mais au final, est-ce qu'ils voyaient plus? C'était déjà dans l'ADN, quoi. Bah ouais, est-ce qu'ils se voyaient plus? Je sais pas. Moi, ma mère est partie, elle habitait dans le nord de la France, on vient du nord, du côté de ma mère, donc elle est partie à 18-19 ans. Mon père, mon grand-père, lui, était en plus, c'était un voyageur parce qu'ils ont habité au Liban, ils ont habité en Afrique, etc. Donc là aussi, tu vois, il y a ce truc de déracinement où tu tournes et tu te dis, c'est un choix de vie, j'ai ce choix de vie qui est là pour moi. J'essaie de faire en sorte que les gens que j'aime soient là, mais ce que tu dis, moi je le ressens autant pour la famille que pour les amis de longue date, ceux que je connaissais avant cette vie-là. Et là aussi, il y a des deuils à faire où tu te dis, tu as certaines relations qui ne survivent pas à ça. Tu as des potes qui, à l'époque, on s'adorait, on passait notre temps les uns chez les autres, et puis le jour où j'ai choisi cette vie-là, j'ai dit au revoir aussi à ces potes, pas volontairement, mais dans la réalité des faits. Donc non, j'ai pas de tristesse par rapport à ça. En tout cas, c'est comme ça, c'est la vie et puis par contre, tu vois, un truc que je fais et à l'inverse, c'est de tous les jours me dire tous les jours, en tout cas très souvent de me dire, est-ce que si demain je devais disparaître ou des proches devaient disparaître, est-ce que je suis dans le type et la forme de relation qui me convient? Tu vois, un truc que je déteste, c'est me coucher fâché avec ma compagne. Parce que je me dis, si jamais dans la nuit, il y en a un de nous qui claque, c'est la dernière chose, c'est la dernière chose qui nous restera pour celui qui reste, c'est la dernière. Sûr.
le dernier goût de relation. Et ça, c'est pas ok pour moi. Donc que ce soit des gens qui soient loin, que j'ai pas vu depuis un moment ou quoi que ce soit, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que la dernière relation qu'on ait ensemble, ce soit une relation qui ressemble à ce que j'ai envie qu'on ait comme relation. Voilà. Est-ce que tu déjà ressenti seul, du coup, à travers les voyages, à travers ce mode de vie nomade? Ouais, carrément. Ça, oui, ça, y a aucun souci avec ça. C'est un truc que je disais très souvent. En plus, parce que notre âge, avec ma compagne, on a voyagé ensemble. Moi, j'ai voyagé beaucoup avant. Elle a voyagé ensuite avec moi. Mais si tu veux, quand tu voyages comme ça en mode nomadisme, et nomadisme numérique, tu as tendance à tomber sur des gens qui sont super cool, mais des gens qui vont avoir ton âge à toi souvent. C'est-à-dire 10 ans de moins que nous, même 15 ans de moins que ma compagne, puisqu'elle a 50 plus que moi. Et donc, nous, si tu veux, il y avait un peu un conflit générationnel qui est pas désagréable, dans le sens où on a kiffé, tu vois, quand on se voyait en Thaïlande, parce avec Enzo, on s'est vu un peu partout sur la planète. C'est ça aussi qui est cool dans nos vies, c'est que on était en Thaïlande, on a été se faire, enfin comme, tu sais, tu dirais ça, on serait voisins, ça surprendrait personne de dire, bah avec Enzo, on a pris des cours de boxe ensemble. Mais le truc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'on les a pris à Bangkok, alors que moi j'habitais à Koh Samui, lui il était à Bangkok et que machin, enfin c'est ça qui est drôle en fait dans nos vies. Ouais. Mais de l'absolu, de temps en temps, ce qui nous manquait, ouais, c'était d'avoir des communautés de gens, et notamment chez nous avec des enfants. Ça aurait été très important qu'on arrive à trouver des communautés de gens qui voyagent comme nous, qui aient des enfants, parce que ma compagne, elle en a 2, dont une qui vit avec nous. Et pour elle, ça aurait été cool, et je pense que ça aurait rendu le voyage plus sympa, etc. Ouais. Aujourd'hui, je suis au Portugal, et au Portugal, là, pour le coup, tu vois, c'est plus proche de beaucoup de gens, ce qui fait que j'ai l'impression, là, pour le coup, ouais, d'arriver à plus recevoir les gens, à plus être entouré. Et là, pour le coup, je me régale. Ouais. C'est un bon équilibre, quoi, finalement. Ouais. Très bien. Non, mais merci, parce que ce sont des questions qu'on se pose souvent. Et moi, d'ailleurs, quand tu me les poses, alors, effectivement, on est en mode, c'est toi l'intervieweur, moi l'interviewé, mais c'est des questions, j'aurais envie de te les renvoyer si on est dans une conversation normale. Oui, c'est des discussions qu'on a autour d'une bière sans débat, c'est sûr et certain, bien sûr. Ouais. On vous brune, c'est clair, mais parce que moi j'aurais envie de te la renvoyer. Est-ce que toi, enfin, c'était pas arrivé de te sentir seul aussi des fois dans ces, tu sais, t'es tellement en mode je suis libre qu'en fait t'es aussi libre de toutes tes relations, t'es aussi libre de tout ça et parfois ouais, je trouve qu'il y a un petit côté alone in the dark quoi. Allez, parce que c'est toi et parce que on est sur une nouveauté aujourd'hui, je vais y répondre à la question et puis derrière on repartira sur notre trame. Moi je pense que les voyages solo et le voyage en général m'a appris la vie sous plein de formes. Alors ça, je pense qu'on est d'accord, il n'y a même pas de débat. Mais notamment sur ce côté d'apprendre à être seul, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris à travers... Donc déjà, c'est vrai que tu es très rarement seul. Tu vas rencontrer beaucoup de gens. Que ce soit au début, j'ai osé pousser la porte d'une auberge de jeunesse alors que c'est un truc qui me bloquait un peu. Bon, je l'ai fait. Tu rencontres des gens, tu t'amuses, tu bois des bières, tu fais un peu la fête, c'est cool, tout ça. Bon. Ok, après tu rencontres des nomades, après tu rencontres des entrepreneurs, après tu développes une communauté, après tu rencontres des locaux, enfin peu importe où tu vas vivre, tu vas rencontrer des gens, tu vas créer des relations. Et puis il y a tous ces moments aussi où tu es seul dans ta chambre d'hôtel ou dans ton Airbnb et tu te demandes ce que tu fous là et tu as un petit coup de grisou, puis tu as le business qui va mal et puis tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vie? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que c'est... Et ça contrebalance effectivement ce sentiment de liberté extrême de waouh, je suis là uniquement parce que je l'ai décidé, ou en tout cas tu penses que c'est ton libre arbitre qui t'a amené là, et tu as vraiment cette sensation de t'être libéré de toutes les chaînes de là où t'es né, de tes parents, du système, de la société. Et ça, c'est une victoire qui est incroyable et qui fait beaucoup philosopher. Et ce côté de solitude, en fait, aujourd'hui, alors par moments c'est très dur et comme je te dis, tu te demandes ce que tu fous là et voilà. Et en même temps, le fait de traverser cette période de solitude, moi en tout cas, m'a appris à être seul et à être heureux seul. En fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'être seul. J'avais peur d'être face à moi-même. J'avais peur de regarder, d'être en introspection, de me rendre compte que, bah tiens, j'ai pas d'amis. Tiens, personne qui m'écrit. Tiens, j'ai pas ma famille. Tiens, est-ce que tout seul je suis intéressant? Je suis un gars hyperactif. Je pense que sur ce point-là, on est un peu d'accord. On fait beaucoup de choses, on a besoin de beaucoup de choses, on a besoin que ça aille vite. Et en fait, tu te rends compte, quand il se passe rien, t'as l'impression que ta vie ne vaut rien. Et donc, cette solitude, pour moi,
ça a été le meilleur chemin pour apprendre à être en paix, genre avec moi-même. Et bah, c'est ok de rien faire en fait. Parfois c'est ok de rien faire, parfois c'est ok qu'il se passe rien. Et parfois trouve des trucs cool quand t'es tout seul et être tout seul. Alors j'ai découvert par la suite qu'effectivement c'était un vrai chemin de développement personnel ou de spiritualité. Je l'avais pas du tout réfléchi. Moi j'ai juste pris mon sac à dos et je me suis barré. Mais effectivement je pense que ça a été super pour découvrir tout ça et apprendre à être seul. Parce que quand tu sais pas être heureux seul, bah tu ne sais pas être heureux tout court en fait. Et c'est ça que j'ai découvert dans la solitude de l'entrepreneuriat et du voyage, qui est parfois compliqué, mais qui est par contre essentiel aujourd'hui, je dirais, dans un step de développement. Est-ce que tu as vécu quelque chose de similaire ou quoi? Ouais, complètement, mais il y a plein de choses qui résonnent. Tu vois, quand tu dis être seul dans ta chambre d'hôtel et te poser la question, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai choisi cette vie-là? Ça m'arrive régulièrement de me poser ça en me disant. Ou alors quand t'as 5-6 merdes qui t'arrivent d'un coup, des fois je me dis mais putain, j'aurais mieux fait d'être salarié en fait, ça serait tellement plus simple, je me poserais pas la question à la fin de la journée, je me coucherais tranquille, etc. Et puis voilà, et puis après ça passe et tu grandis, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis sur ce truc de j'ai pas d'amis, j'ai personne qui m'écrit, et moi, voire même, tu sais, tu reçois des messages de gens qui, eux, tu vois qu'ils font la fête entre eux, c'est-à-dire que moi je voyais sur Facebook, quoi. Les potes qui eux se regroupent et machin, tu te dis putain mais moi j'y suis pas, ça fait chier. Et il y avait ce truc là qui me renvoie à ma vie, et c'est vrai que c'est même dans la vie où tu dis ouais la vie la plus fantasmée comme étant la liberté absolue, tu te rends compte qu'en fait ben tu t'enfermes dans cette liberté parce que il y a des fois où tu aimerais bien être tout simplement dans le je sais pas moi, dans le 14e à Paris ou dans le 18e à Paris avec tes potes à une terrasse de café à fumer une clope ou à boire une bière et puis voilà, à discuter de la vie, et puis point barre. Et c'est point barre. Et te dire le lendemain je vais au boulot comme eux et puis c'est cool, et puis voilà. Et puis après t'as tous les autres moments où moi je me souviens d'une discussion avec ma mère. J'avais invité ma mère en Thaïlande, au Vietnam. On avait fait un tour au Vietnam. On est dans une piscine, il est je sais pas quelle heure il est, on est en plein mois de février, et je dis à ma mère un truc, j'ai une espèce d'épiphanie, et je dis putain là tu vois là je suis en train de me rendre compte que je ne me rends plus compte que ma vie est anormale. Exactement. Et que je suis là en train de me dire, on est dans une piscine tous les deux, on déconne, on philosophe, on est en train vraiment avec ma daronne, on se tape beaucoup de barres. Et je lui dis, là, tu vois, pour moi, dans ma tête, j'ai fait 3 associations d'idées, j'étais en train de me dire, mais pourquoi tout le monde ne fait pas comme nous? Et après, il y a un truc qui me ramène à la réalité et qui dit, oui, mais attends Bertrand, enfin, rends-toi compte, c'est une vie qui n'est pas la normalité, et elle est cool, et bien sûr, tout le monde peut y accéder s'il fait ce qu'il faut, etc. Mais ça reste anormal. Et tu sais, des fois, j'ai des trucs comme ça où je l'oublie. Et quand je repense à ça, je me dis, je suis quand même content de vivre la vie que je vis là. Ok, super. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des downsides, il y a des black sides, il y a des dark sides. Et effectivement, c'est pas tout rose non plus. Ça représente un peu, ou ça ressemble un peu à ton super-héros. Il y a quelques jours, j'étais du coup face à la mer, en train effectivement de profiter un peu de cette vie de nomade. Parce que parfois, et il faut le savoir, tu l'oublies, ta vie de nomade, tu t'enfermes dans un bureau, même quand tu vis dans les plus beaux pays du monde, et ça, c'est une vraie réalité aussi. Et j'ai tourné cette vidéo, en fait. J'ai tourné une petite vidéo face à la mer, comme ça, tout seul, à moitié bourré, après avoir bu 3-4 bières en plein soleil. Et je filme, et je dis, waouh, il y a le vent. Tu sais, cette épiphanie, c'était ce moment où tu te rends compte que tu es en train de vivre un truc incroyable. Et pour tous ces moments de beauté de la nature, ces moments de beauté amicale, ces rencontres, cette vie, je veux dire, l'eau, elle est fucking transparente plus que dans n'importe quelle pub que je regardais quand j'étais gosse et que je pouvais rêver. Et parfois, effectivement, on s'en déconnecte. Et j'ai fait cette vidéo en me disant, remember, tu vois, gratitude, connecte-toi à tout ça. Absolument, mais c'est tellement important. Et ce qu'on disait, tu sais, ce côté, moi... Enfin, par exemple, on a des gens qu'on connaît bien en commun, tu vois, qui a un couple d'amis que tu as interviewé il n'y a pas longtemps, qui ont une chaîne sur la natation. Sur la natation. Et ce qui est ouf, c'est de se dire que je les ai rencontrés au Vietnam, ensuite on a été tous en Thaïlande. Après, là, bientôt, normalement, ils doivent passer à la maison. Si on n'avait pas eu le confinement là de 2020, ils seraient passés à la maison en mai. Et tu vois, c'est cette vie que j'adore dans laquelle... et ça fait halluciner souvent mes potes et mon frère, ou même mon père, beaucoup mon père. Et il me dit, ça va, t'es pas trop seul au Portugal? Je lui dis non, j'ai une dizaine de potes qui sont venus à la maison la semaine dernière. Mais il dit, mais des potes d'où?
J'ai les des potes du Portugal. potes du web. C'est ça. Ils habitent au Portugal tous. Et quand Il y a on était beaucoup de monde aussi Thaïlande, au Portugal, ouais. Ah, il y en a beaucoup au Portugal. Après, il y a Michael Ferrari et sa famille qui vivent à Lisbonne. Ok. On a Luc, alors je sais pas si tu vois moi, mais Luc avec qui donc je travaille sur l'Ernibox, donc Luc Tillier qui travaille aussi avec Mika. Et puis d'autres qui sont on va dire un peu moins connus sur le web, mais qui habitent un peu plus au nord. J'ai un de mes collaborateurs qui, lui, est parti s'installer à Porto. Enfin, bref, du monde du Portugal, mais tu sais, c'est un peu ça dans tous les pays du monde. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est incroyable, effectivement. Ouais. Tu vois, on était au Canada avant, on était à Québec, on habitait à Québec pendant quelques mois. Pareil, à Québec, t'arrives, on a des amis. Bien sûr. A des amis, c'est ouf. Ça, c'est vraiment un des trucs qui me fait kiffer dans le développement de la communauté. C'est vraiment ça que je cherche. J'ai toujours cherché. Tu passes un appel, je suis là, qui est là, on va boire un coup. Et il y a toujours quelqu'un qui pop et qui dit ouais, I'm there, tu vois. En République dominicaine, j'ai pas pris le temps, mais je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils étaient un peu sur les côtes, etc. Même ici, tu vois. Pourtant, on est quand même à l'autre fucking bout du monde. Et c'est pas forcément très français. Ça attire pas forcément beaucoup de Français. Bertrand, il y a quelques mois, tu as décidé d'offrir tes business. J'ai suivi ça de très loin, mais ça m'a. Mais j'ai compris sans comprendre. Tu as vraiment donné tes business, clés en main. Yallah, à bientôt. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça va faire un lien avec ce qu'on raconte là, puisque on est en 2019. Je suis en Thaïlande et je me rends compte qu'on est dans une villa sublime sur Koh Samui, soleil, potes qui sont venus, et concrètement, j'enchaîne 3 jours où je me lève à 8h, je bosse. Je vais à la boxe taille. Non, je te dis une bêtise. Je me lève pas à 8h, je me lève avant. Je me lève vers 6h30, je vais à la boxe taille pendant 2 heures. Et quand je rentre de la boxe taille, ensuite, je bosse jusqu'à la fin de la journée. Parce que c'était mon rituel. Et je relève la tête, il fait déjà nuit. Alors, il faut savoir que selon l'époque et tout, en Thaïlande, il fait nuit assez tôt. Il fait nuit tôt. Oui, voilà, il fait nuit tôt. Mais quand même, il fait déjà nuit. Et j'ai rien foutu de ma journée. Et je fais ça un jour, je fais ça 2 jours, je fais ça 3 jours. Or, j'ai pas choisi ce métier pour ça. Et déjà, je suis pas content avec ça. Tu vois, vraiment, je suis vraiment fâché avec ça. Je me dis, putain, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Bref, je me barre de Thaïlande et puis s'ensuit un tour d'Europe qu'on fait avec donc ma compagne et sa fille. Et on enchaîne, pareil, l'Europe de l'Est, Chypre et tout. Bref. Et puis on se retrouve à Chypre. Et on est quelques jours avant mon anniversaire. Et là, c'est la même chose. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire des trucs, ça, c'est pas ce que j'aime faire. Je suis en train de travailler, je suis sur tous les fronts, j'en peux plus. J'ai une activité de marketeur qui est en train de grossir. J'ai des business que j'essaye de maintenir, mais ils se cassent la gueule parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et c'est hyper frustrant parce que c'est un peu le syndrome de Cassandre. C'est que je vois l'avenir, je vois comment en plus je pourrais les sauver, mais j'ai aucun temps ni j'ai aucune énergie à mettre dedans pour les sauver. Et donc je vois les trucs qui se cassent la gueule. Et là, tout ça est en train de me créer beaucoup de soucis. Alors, la réaction normale des gens, c'est de dire, vends tes business. Vends-les. T'as des business et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai shooté tous les business qui n'étaient pas assez développés. Je les ai dégagés. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Je suis pas à quelques milliers d'euros près par mois. Tout ce qui fait quelques centaines, putain, on dégage, ça sert à rien. Je m'en fous, je veux plus en entendre parler. T'avais beaucoup de petites activités? Ouais, j'avais des boutiques, j'avais des machins. Mais tu sais, des trucs que je lançais comme ça et que je gérais pour du tester, bout des doigts. Pour t'amuser, pour... Exactement. Ouais, des sites, des blogs en référencement naturel, ok. Ouais. Des conneries qui sont là parce que tu dis un jour tu trouvais que c'était une bonne idée ou tu as suivi, par exemple, j'interview Kevin Bodin et derrière je me dis, oh, j'ai envie de faire une boutique en affiliation. SEO. Ouais, tu vois, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Bertrand? T'as pas d'autre chose à foutre que des trucs comme ça. Bref, ou alors, je sais pas, t'as discuté, t'as passé la soirée avec Seb Cerise et puis quand tu rentres, t'as envie de lancer une boutique en dropshipping. Tu vois, tu dis n'importe quoi. Ou si, quand on était en Thaïlande, tu vois, tu avais fait un joli coup en Thaïlande et tout, tu étais sur du drop, un truc qui avait bien fonctionné. Et je me dis, oh tiens, je pourrais tenter. Tu sais, pour le jeu, tu vois, bon bref. Oui, c'est le... Voilà. Le jeu du marketeur.
Mais voilà, mais je me mets une claque dans la bouche et je dis, mais arrête un peu de faire de la merde. Donc ça, je dégage. Et puis, il me reste quoi? Il me reste cette activité de marketeur, mais qui a pas de nom, qui est pas structurée, qui part dans tous les sens, mais qui est en train de grandir, puisque beaucoup de gens viennent me chercher, me sollicitent sur le côté consulting. Je dis, bah, c'est plutôt cool. De l'autre côté, j'ai un blog et avec toute une activité sur les langues, et un blog et toute une activité sur l'accompagnement d'entrepreneurs. Et tout ça, je me dis, qu'est-ce que je vais bien foutre de ces deux trucs-là? Et là, le premier réflexe des gens, c'est de dire, bah, vas-y, vends-les. Sauf qu'il y a un truc dont on se rend pas compte, c'est que ces trucs-là, en fait, c'est vendre un blog avec toute l'activité qu'il y a derrière, donc toute l'activité infopreneuriale, c'est pas facile. Parce que ils vont s'opposer deux choses. La première, c'est toi, tu as un prix en tête, parce que ça fait quand même de l'argent, mais tu n'as personne qui ne voudra ni ne pourra t'acheter au prix que tu as dans la tête. Je te dis une bêtise. Toi, tu dis le truc, il tourne. Bah, le blog sur les langues, par exemple, le plus balèze qu'il ait tourné, c'est quasiment 500 000. Il a fait 450 000 une année. Et il tournait, on va dire, à vitesse de croisière, entre 100 et 150 000. Bon, tu dis, vendre un truc pareil, il n'y a quasiment pas de charge. En plus, à l'époque, tout ça tournait sans publicité. Donc, tu dis, il n'y a pas de charge. Enfin, quelqu'un qui me l'achète, c'est tout bénef. Donc, c'est un truc, allez, je peux le vendre entre 500 et 800, voire même peut-être 1 million, parce que tu dis, voilà, le truc bien lancé et tout. Ok. Sauf que, personne ne voudra jamais acheter ça à ce prix-là. Parce que, bah, encore une fois, c'est rien, c'est dématérialisé, c'est un blog, et puis c'est très lié à Bertrand Millet. C'est-à-dire que toi, tu récupères mon blog sur les langues, pendant quelques mois, les gens ils vont te regarder en disant, mais t'es qui? Qu'est-ce que tu racontes? Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, une banque ne te suivra jamais sur un projet comme celui-là. Ça veut dire que, soit le cash, tu l'as et t'es prêt à le débourser direct, mais enfin, qui est capable même de débourser 200 000 balles comme ça? Je veux dire, personne. Et ensuite, derrière, qui est prêt à avoir la banque qui suit, etc. Bref. Donc, en gros, déjà, il y avait tout ça qui était compliqué. Ensuite, il y avait un autre truc qui était compliqué, c'est qu'un acheteur, il faut le trouver. C'est du boulot de trouver un acheteur. Il faut te déplacer, il faut faire de la pub, dire bah ouais, c'est un boulot à part entière. Et en gros, si tu veux, moi, je pouvais déjà plus, je ne supportais plus mes business. Et donc, j'avais déjà pas de temps à mettre dedans. Devoir en mettre pour les vendre, c'était encore un sacrifice, quoi. De ouf. Et après, il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu veux bien vendre, tes business, il faut les maintenir au mieux dans les chiffres. Et là, ils étaient en train un peu, tu laissais les choses se faire, quoi. Et le temps que je trouve l'acheteur, ça se trouve, ça faisait 1 an de cassage de gueule en ligne. Et donc, en fait, j'aurais vendu mon business une bouchée de pain. Bradé, t'aurais été déçu, ça t'aurait fait chier, t'aurais été tiraillé dans tous les sens, je comprends. Laisse tomber. Donc, j'en arrive là et je me dis, putain... Et donc, je t'aurais vendu ça genre 30 000 balles et ça m'aurait saoulé d'avoir mis autant de temps et que ça machin pour 30 000 balles. Laisse tomber. Et donc, je me dis quoi? Je me dis, bah attends. Là, si je me recentre, je vais faire quoi? Je vais être marketeur. Est-ce que je peux pas faire un super coup marketing en annonçant que j'offre 2 blogs prêts à acheter? Ça va me faire un énorme coup de pub. Ça va faire que je vais pouvoir proposer à plein de gens de parler de ce concours, ce qui a été le cas. Il y a plein de gens qui vont me découvrir comme ça. Et qui, en me découvrant, vont se dire le mec, putain, il a des couilles énormes, il file des business comme ça, quoi. Ouais, puis il donc, est bon. Je savais que ça allait être bon. Bah ouais, et puis il y a un truc de l'ordre, si le mec s'autorise à filer ça, c'est qu'il est pas mauvais, normalement. Bon. Et donc, déjà, on commence avec ça. Donc, ça a plutôt bien pris, ça a carrément fait cet effet-là. Et puis après, il y avait 2 autres trucs, c'est que je me suis dit, je vais prendre des repreneurs, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer un deal qui est simple, c'est vous reprenez le business, je vous le file gratuitement, etc., avec toute la base, tout machin. Par contre, je garde des parts dedans et je garde des parts qui vont diminuer au fur et à mesure des années pour, à la fin, ne conserver que 10%. Ouais, tu prends du cher, quoi. Un petit peu, en gros. Donc, je commençais à 49, puis après, l'année d'après, 40, puis 30, puis 20, puis 10. Et après, 10 ad vitam aeternam. Oui, dans tous les cas, le type qui reprend, il prend 60K la première année sur une activité qui est déjà en place, c'est déjà plutôt sexy, quoi. Okay. Il est plutôt content. Et encore une fois, plus s'il relance le bordel et tout. Et donc, et là, ce qui s'est passé, c'est que donc les 2 business, j'ai organisé un grand concours et je me suis dit, je vais organiser un concours pour 3 choses. La première, pour faire parler de moi, évidemment. Mais là, je voulais pas le filer à n'importe qui. C'est ce que je disais aux gens. Je dis, si je fais pas de concours et que je ne trie pas, si c'est pour filer ça à un tocard qui m'éclate le business, c'est pareil, ça va te péter les burnes. Ouais, puis je vais le faire tout seul. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire un concours pour éclater un business. Enfin, tu vois, je sais le faire tout seul. Donc, je me suis dit, je vais faire un concours. Donc, je fais un concours qui me permet de trier
et les plus méritants et les plus motivés. efficaces et les plus motivés, exactement. Et j'en arrive à 2 profils qui sont sortis. Pour l'instant, sur les 2 profils, j'en ai un qui est un 100% win, l'autre qui est encore en développement, qui est encore en train de se chercher, mais qui a fait un bon quantique sur ces derniers mois. Et pour l'instant, le pari est gagnant, puisque celui sur les langues, il a complètement explosé, mais vraiment complètement explosé. Là, il a relancé le rythme et il est sur un trend d'une année à 300-350K. Bien. Donc, il a bien relancé le bordel. Et encore, il a plein d'optimisations à faire. Et l'autre, il est sur une base qui est plus modeste pour l'instant. Il est en train de se rebattre. Je pense que sur la première année, on va être à l'équilibre à peine. Mais s'il continue comme ça, on devrait retrouver une centaine de milliers d'euros sur l'année prochaine. Donc voilà. Et donc au final, je me dis, je donne ça continue à vivre. Je suis toujours dans des relations en plus. Ça te prend pas trop de temps? Tu fais pas trop de consulting auprès des repreneurs, tout ça? T'as réussi à vraiment t'écarter? Au début, j'en faisais, parce que c'était normal, c'était le deal. Mais par exemple, là, le repreneur des langues, alors on est toujours, c'est marrant parce qu'on est toujours en relation, parce qu'on est sur plusieurs trucs ensemble ou dans lesquels en fait, forcément, de ce truc-là, sont nées 2 relations de gens qui sont devenus proches, nécessairement. Et donc, avec l'un, on travaille de temps en temps ensemble, etc. Mais non, aujourd'hui, si je dois le quantifier, je sais pas, ça me prend 1 heure par mois, peut-être, max. Et encore, c'est souvent plus un appel de courtoisie, comment vas-tu? Ça va. Donc pari cool, gagnant, financièrement pari gagnant, et émotionnellement, tu t'es pas fait crush par tes propres émotions, ton ego et tout ça, toi. Bah ouais, carrément. Et donc au final, en fait, ça m'a tellement inspiré que j'en ai fait un business model aujourd'hui et que j'ai développé ça et c'est devenu un de mes business models. Donc tu vas créer un business, 6 mois, tu trouves un repreneur, tu prends des shares et tu mets un mec à la gérance, quoi. Et aujourd'hui, on le fait, on l'a industrialisé puisque en fait, j'ai créé une école de marketing sur lesquelles les gens, pour apprendre le marketing, bossent sur des business que je finance. Et en gros, chaque personne dans son cursus de marketing doit créer 2 business qui en fait appartiennent à mon école. Et ces business-là, ensuite, je les mets en gérance à des gens. Donc ça, c'est un truc qui est lancé qui s'appelle la Business Bakery. Et à ce jour, le système, on a là aujourd'hui, pendant que je vous parle, on a 35 business qui sont comme ça sur ce modèle-là. Ouais, c'est intéressant, ça te permet aussi d'alimenter ta diversité et ton hyperactivité, donc c'est plutôt cool. Ouais. Tu as réussi à transformer un peu un défaut en qualité. Nice. Okay. Ok, super. Comme ça, on en sait un petit peu plus sur tout ce qui s'est passé. J'aimerais bien rebondir sur le côté du coup LearnyBox. Aujourd'hui, tu es très impliqué dans LearnyBox, tu es même sur pas mal de visuels dans les newsletters, etc. T'es pas un simple consultant, ça fait des années que tu as une très bonne relation, notamment avec Lorenzo aussi. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi tu décides de t'investir dans LearnyBox? Pourquoi est-ce que tu décides de développer LearnyBox plutôt que tes propres business? Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre cette casquette et qu'est-ce que tu y trouves aujourd'hui? À la base, c'est vraiment la conjonction de 2 choses. La première, c'est que je suis, même 3 on va dire, un gros client LearnyBox depuis quasiment le début, parce que convaincu par la plateforme, parce que convaincu par le projet, et puis que moi, mes business, donc les langues, et puis l'autre qui s'appelait Babies, tout ça a été développé sur LearnyBox, donc forcément, je connais bien et je l'utilise très bien. Deuxièmement, parce que quand j'ai rencontré Lorenzo, ça a été un vrai clic et on s'est kiffé tout de suite et ça a été en mode platonic love story, quoi. Tu vois, genre en mode on se kiffe direct, c'était cool. Et puis en fait, Lorenzo c'est quelqu'un de très instinctif, de très humain. Et quand LearnyBox a vécu une année très compliquée de 2018 à 2019, ça a été très compliqué parce que Lorenzo notamment a fait un AVC. L'équipe a été un peu livrée à elle-même, etc. Donc ça a été très très compliqué pour la boîte. Et donc quand Lorenzo a voulu relancer le truc, dans un premier temps, il est passé par des choses un peu institutionnelles, donc avec un cabinet de recrutement, des choses comme ça, machin. Ça s'est pas passé comme lui aurait souhaité. Il a été déçu par aussi bien l'état d'esprit qui était dans le truc que par les résultats obtenus. Et donc
Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un choix, alors je ne peux que le féliciter de la pertinence de ce choix, puisqu'il s'est retourné, il m'a appelé un jour, et je me souviens, j'étais en Irlande, pareil, avec la famille, je reçois un message de Lorenzo qui me dit « Bertrand, est-ce que dans ton business, tu as de la place pour un client en plus ?» Alors moi, je lui dis « Quelle taille ?» Il me dit « Gros ». Je dis écoute, on s'appelle, on voit, parce que à l'époque, il connaît ma politique, et à l'époque, j'étais vraiment sûr, comme j'étais encore assez seul dans ma façon de bosser. Ouais, très peu de business, très sélectionné. Ouais. Exactement. Donc je lui dis écoute, on s'appelle, on voit. Et puis donc après, on s'échange quelques messages. Il me dit écoute, ce serait pour l'Erniebox. Donc je dis tu peux m'en dire plus, parce qu'en plus moi à l'époque, je sais qu'il a mis en place 2 nouvelles personnes il y a quelques mois et que machin, et qu'il essaye et qu'ils ont beaucoup investi dans ces personnes. Et on s'appelle et il m'explique qu'il n'est pas content, que la décision, que machin et tout. Et moi je dis écoute, c'est très simple. Moi, voilà ce à quoi je crois pour l'Erniebox. L'Erniebox, c'est une boîte que j'aime, que j'adore. Donc voilà, je crois qu'il faut des choix marketing couillus et qui vont remettre en cause beaucoup de choses qui sont établies aujourd'hui. Mmh. Et 2, je crois que l'Erniebox a besoin de stabilité en termes de marketing, et que donc si je viens pour au minimum 2 ans. Ok. Et donc il me dit pas de problème. Il me dit je te donne les mains libres, tu me donnes tes conditions et on fait ça. Et il me dit j'y crois, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Parce que encore une fois, moi quand je dis ça, je dis ça parce que je vois très clairement où je peux emmener l'Erniebox. Donc ça s'est fait comme ça. Ensuite, je lui disais, et derrière, en gros, moi je lui dis, je vais venir. Par contre, il y a une personne que vous connaissez parce qu'elle a déjà travaillé avec l'Erniebox sur d'autres trucs, etc. Il faut que vous la fassiez venir avec moi. C'est une personne qui est extrêmement balèze dans tout ce qui est gestion, donc un vrai DAF, un DAF qui est ultra puissant, qui s'appelle Luc, donc j'en ai parlé, voilà, tout à l'heure. Et donc je lui dis, moi voilà, je complétais avec Luc. Luc s'occuperait de la partie stratégie financière et administrative et juridique. Moi, je m'occupe du marketing et du commercial. Et là, on va vous faire un tandem de choc et la boîte, on va la refaire repartir à fond et exploser. Lorenzo, il est tout seul à la base sur l'Erniebox? Il y a Mathieu, le développeur, avec. Ouais, ils sont deux. Mais quand ça s'est lancé, il y avait un troisième, il y avait un marketeur. Mais disons que l'Erniebox et le marketing, ça a été toujours très compliqué. Parce que Lorenzo, si tu veux, il a toujours il a développé l'Erniebox par le réseau qu'il a, par l'amour de la boîte, par la vision, et ça a toujours très bien marché. Mais appuyé aussi avec des marketeurs de talent. Mais le principe des marketeurs, et ça c'est pas moi qui vais te l'apprendre, c'est qu'un marketeur c'est souvent quelqu'un qui a plein de projets à côté. Et ça marche pas. Il faut être focus à un moment donné. Tu peux pas. Surtout avec ce type de projet. Et en plus quand ça démarrait, machin. Donc là, le tour de force, c'est qu'on a récupéré un projet qui avait été très abîmé par les équipes en place, par tout un tas d'événements pas cool. Et on l'a pris, on a fait un énorme pari. Donc aujourd'hui, c'est assez facile puisque ça va faire 9 mois, mais surtout, c'est là au moment où on tourne une interview, l'exercice de l'Erniebox arrive à sa fin. Donc là, on est sur les moments des bilans et des choses comme ça. Donc on a les chiffres, j'ai les chiffres très en tête. Et aujourd'hui, le pari est plus que remporté. Et, on a fait une année extraordinaire avec l'Erniebox et c'est aussi ça qui fait que je m'y investis encore plus. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je m'y investis? Il y a c'est pour moi aussi eu égard à la confiance que Mathieu et Lorenzo ont placée en nous et en moi en l'occurrence, en disant viens. Et pour moi, c'était pas possible de faire un travail moyen. Il y a aussi par fierté, parce que quand on a repris les rênes de la boîte, alors on n'a pas repris la boîte, on n'est pas propriétaire, mais quand on a repris les rênes de la boîte, il faut savoir qu'aujourd'hui, Lorenzo et Mathieu sont vraiment, et c'était ça leur demande, c'est les gars, vous gérez, on vous file les clés. Et ça, c'est un truc de confiance qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je connais peu de proprios de boîtes qui seraient capables de vraiment dire, je vous fais confiance et je vous laisse bosser, surtout que quand on est arrivé, tout le monde a prédit qu'on allait se péter la gueule, mais tout le monde. C'est-à-dire qu'en interne, on a changé tellement de choses, on a remis tellement de trucs, etc. On a aussi demandé à des gens de partir, beaucoup, parce qu'il y avait des choses qui, pour nous, n'étaient pas normales. Incohérent, quoi. Ouais, que beaucoup de gens nous ont prédit le fait qu'on allait péter la boîte, qu'on était en train de détruire l'Erniebox, que l'Erniebox serait plus là, qu'on allait machin. Eh bien, derrière... Donc, je peux avoir qu'un respect énorme pour ça. Lorenzo et Matt nous ont toujours soutenus et fait confiance. C'est-à-dire que même dans des trucs où on était sur de la remise en question,
de gens et de relations qui étaient là depuis quasiment le début de l'Ernibox, en disant mais cette personne-là, aujourd'hui, dans l'organisation telle qu'elle est plutôt un frein qu'un booster. Et ils nous ont fait confiance jusqu'au bout. Et donc c'est aussi pour ça que moi derrière je me sens redevable et je me dis que je donne le meilleur. Et il y a aussi un peu par fierté où tu dis après 9 mois plus tard aux gens, regardez les gens, voilà, vous nous avez prédit ça et en fait, regardez maintenant. Voilà ce qu'on a fait quoi. Et voilà, on est passé sur des choses où on est entre du plus 80 et du plus 200% par rapport à chaque fois, chaque mois, tu regardes à N-1, on est sur des choses qui... Vous avez réussi à réinverser la tendance. Comment est-ce que tu fais pour faire un choix? Tu as dû faire un choix entre tes propres business et l'Ernibox déjà. J'imagine que c'est évident. Là, tu dis que tu as dû prendre une part quasiment de gestionnaire au quotidien, de pilote du bateau. Tu peux pas tout faire en parallèle. Non, par contre, j'ai eu la chance de... alors en fait, c'est toujours la même chose. C'est l'Ernibox, déjà, il y a une équipe. C'est pas moi tous les... tu vois, c'est pas moi qui fais les tunnels, tu vois, par exemple. C'est pas moi qui fais ça. Mais c'était important parce qu'avant, ça faisait partie des écueils de l'Ernibox. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois responsables, mais qui faisaient les tunnels, des choses comme ça. Donc, tu vois, déjà, tu remets du cadre là-dedans. Ensuite, j'ai eu la chance que dans mon activité à moi, marketing mentaliste, j'ai des gens qui ont été inspirés par le projet très rapidement et qui m'ont dit « Bertrand, on veut bosser avec toi ». Et ces gens-là, j'ai pu très rapidement les nommer capitaine du navire et dire aux gars, écoutez les gars, il est possible que de par ce que je fais dans l'Ernibox, je sois à certains moments moins présent, moins dispo, mais je compte sur vous pour mener le bateau à bien. Et ils l'ont fait hyper bien, ils continuent de le faire aujourd'hui hyper bien. Et disons qu'aujourd'hui, c'est pareil, j'ai réussi à trouver un rythme perso qui fasse que maintenant, ça y est, de par le gros travail qui a été fait dans l'Ernibox, maintenant, c'est une boîte que je peux piloter, je vais pas dire d'un doigt, mais quasiment. Parce que, en fait, c'était une boîte qui ne demandait qu'à être nettoyée, qu'à être restructurée. Et maintenant, ça y est, on a une équipe qui est au top. On a que ce soit à la technique, que ce soit au marketing, que ce soit partout, on a une équipe, ça y est, qui va dans la même direction. Et donc, ça, c'est beaucoup plus facile à piloter. Donc, on va dire qu'il y a eu beaucoup de travail au début, et que plus la boîte tournait bien, et moins ça représentait de travail. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour t'investir autant sur un projet? Comment est-ce que tu trouves le fair deal, le fair cut? En tant que consultant, surtout quand tu es capable de gagner ta vie et de créer plusieurs business jusqu'au point de les offrir en prenant du cher, t'as pas besoin qu'on te donne un job pour bouffer. Donc c'est un gros avantage, mais c'est aussi un gros inconvénient. C'est-à-dire que du coup, le choix de où tu mets ton temps et du projet sur lequel tu vas mettre ton focus, où c'est le top et ça se passe bien, ou ça pue du cul. Et une des vraies raisons, je pense, qui justifie ou qui est intrinsèque avec notre vision de l'entrepreneuriat, c'est que justement, on sélectionne nos propres projets, on va au charbon. Si on fait de la merde, c'est de notre faute. Si c'était super, c'est de notre faute aussi. Là, le problème, c'est que tu n'es plus le pilote principal, ou en tout cas, tu n'es pas le créateur du projet. Tu décides de t'y greffer. Comment est-ce qu'on trouve un fair cut? Comment est-ce qu'on trouve un fair deal? Si tu te mets à charger 3000 € de la journée, ça n'a plus aucun sens. Tu coules toi-même le cash flow. En même temps, si tu te rémunères pas, tu bosses comme un chien pour un truc qui prend de la value. Tu vois, c'est compliqué. Comment est-ce que tu as réussi à trouver un fair cut? Au début, en fait, j'ai abordé l'Ernibox comme j'aborde tous mes clients en disant, c'est très simple, on va faire un truc, c'est que moi, je commence à bosser pour tant et on réévalue tous les 3 mois. En disant, tous les 3 mois, je vous fais une nouvelle proposition de pricing. Si le pricing, on est OK, je continue. Si le pricing, on n'est pas OK, je m'arrêterai. Et en fait, c'est comme ça que je le fais, et c'est comme ça que je le fais absolument avec tous mes clients maintenant. Et donc, le deal, il est comme ça. Le deal, il est d'arriver avec un prix en disant, voilà, aujourd'hui, moi, j'estime que ça va me prendre tant de temps dans ma semaine. Pendant ce temps-là, comme tu dis, j'ai des business qui tournent, j'ai des machins, j'ai des trucs. Si je veux être au clair et me dire que mon temps est respecté, alors voilà, ça sera tant. Et puis après, au fur et à mesure, les résultats seront là pour parler. On discutera de combien de plus ou
peut-être combien de moins si jamais les résultats vont dans l'autre sens. Et c'est aussi pour moi totalement entendable avec certains clients de dire, pour l'instant, les stratégies qu'on a mises, c'est du plus long terme, donc le temps que ça arrive, machin, enfin voilà, ça peut arriver, ou des clients qui sont dans des situations financières compliquées ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai fait. Et en fait, aujourd'hui, le fair point, il est à l'endroit où tous les 3 mois ou tous les 6 mois, selon les situations, mais je rediscute avec mon client et je me dis, aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, voilà, je pense combien ça vaut. Est-ce que c'est OK pour toi ? Et tu t'impliques par contre comme si tu étais associé du projet, quoi. Tu arrives à avoir cette implication comme si tu étais inside. En fait, ça va dépendre du client et c'est pour ça qu'avec Lorenzo et Matt, ça a été extraordinaire parce qu'ils nous ont vraiment laissé la place. C'est-à-dire que si tu as un owner qui est là sur ton dos en permanence, qui t'appelle tout le temps ou qui te donne pas les moyens de bosser. Mais après, ça a été l'intelligence énorme de Lorenzo. C'est-à-dire que moi, je lui dis tout de suite, écoute, moi c'est simple, si je reviens, parce qu'au début, quand il me dit, est-ce que tu veux revenir, j'avais déjà fait une première expérience dans l'Erniebox. Mais j'avais fait une vraie première expérience et c'est aussi ça, je crois, qui a beaucoup joué dans la balance, c'est que j'avais fait une expérience de 3 ou 4 mois dans l'Erniebox, mais en tant que consultant. Et ça s'était pas bien passé du tout. Et en fait, pourquoi c'était pas bien passé ? Parce que moi, j'avais tenu ma place de consultant en disant, moi, je suis là pour donner des conseils et les équipes, j'attends derrière que ça réagisse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je donnais des conseils. Ça réagissait pas ou pas suffisamment, quoi. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, rien de ce que je disais était mis en place. Et à chaque fois que je demandais, on me disait, oui, mais tu comprends, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il y a ci, il y a ça, machin. Et comme j'étais pas dedans, moi, j'avais l'impression que c'était compliqué. Et donc, je me disais, bon, ça doit être compliqué. Jusqu'au jour où j'ai entendu, je me fais appeler par l'ancien DAF qui me dit, écoute Bertrand, on va arrêter de bosser avec toi parce que apparemment tu désorganises les équipes. Je vois même pas comment je peux désorganiser les équipes. Je n'ai qu'une personne au téléphone à chaque fois, c'est toujours la même, etc. Et qui me dit que c'est toujours compliqué de faire ci et de faire ça. Bref, je me fais dégager comme un malpropre. Moi je dis bon, ok, très bien, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis comme Lorenzo est un ami, je l'emmerde pas avec ça. Puis c'est le moment où en plus, c'est là où il a eu des soucis de santé. Donc je lui dis, écoute, c'est quoi, on arrête avec ça, je veux pas en entendre parler, je vais pas le faire chier avec ce truc-là. Si ça se trouve, il est au courant, c'est lui qui a fait ci. Donc tu vois, je préfère me dire, écoute, tu sais quoi, allez, on laisse passer. Avec Lorenzo, donc je lui dis, ok, donc apparemment, tu sais, je bosse plus avec l'Erniebox, machin. Ok, très bien. Et donc quand il me rappelle en me disant, est-ce que tu veux venir pour l'Erniebox, je lui dis, ok Lorenzo, par contre, on va faire un truc, c'est que si tu veux que je revienne, alors il faut que j'ai les mains libres. Il faut que je puisse faire le truc parce que pour moi, le problème marketing de l'Erniebox, il n'est pas que dans la stratégie. Il est dans ce qui se passe après à l'intérieur. Et je veux les mains libres pour pouvoir changer ça. Et là, Lorenzo, encore une fois, il a la possibilité de dire oui, il a la possibilité de dire non. Mais une fois que moi, j'ai fait la demande, je ne peux pas faire moins que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à quelqu'un, file-moi les clés du bateau. Et une fois qu'il me les donne, dire… Tu t'impliques à moitié, quoi. Ouais. D'y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, complètement. C'est de l'éthique. En fait, c'est juste de l'éthique. Mais des cas comme celui-là, c'est rarissime. Oui, je veux bien te croire. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une vision ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut dire, que l'on peut annoncer ? Un chiffre d'affaires annuel, une tendance, une trend, un nombre de clients sur l'Erniebox ? Combien de personnes qui bossent à l'intérieur ? Est-ce qu'on a une vision de tout ça ? Est-ce que c'est des trucs qui sont publics ou pas du tout ? Ouais, il y a des choses qui sont publiques, donc je vais parler de ce dont je peux parler. Et puis après, je vais aussi parler avec beaucoup de prudence parce que là, on est en train de faire les bilans, tu vois. Donc, tu sais un peu comment ça se passe. Ouais. C'est une idée de trends plus qu'autre chose pour voir la taille du bébé, quoi. Combien d'années déjà l'Erniebox ? Pardon ? Combien d'années que ça a démarré la première V1 5e année. Là, on a fêté les 5 ans en mars, donc on est dans la 6e année là. Donc c'est la 6e année. On est donc en salariés, je crois qu'on est une douzaine de salariés. C'est déjà. Donc moi, je ne suis pas salarié. Je ne suis pas salarié de la boîte. C'est déjà pas mal, hein. C'est une grosse boîte, ça commence à faire un gros truc. Ouais. Ça veut dire qu'on a besoin d'un CE, d'un truc comme ça. Grave. La loi française. Ensuite. Ticket restaurant, l'Erniebox, frérot. Aïe, 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 c'est cool, hein. Absolument, mais tu crois pas si bien dire. Ensuite, on a quoi ? On a donc des locaux à Montpellier. Ouais. Puisque c'est là que la boîte est implantée. Et après, dans le giron de gens qui bossent au quotidien avec l'Erniebox, au moins une dizaine de freelance, ouais.
Ouais, un peu plus, on doit être 25 en tout, avec les salariés, machin, on doit être 25. Quand on est arrivé dans l'Ornibox, pour donner un ordre d'idée, c'était plus 40 personnes que 25. Ok. Donc voilà, le bateau était très gros, mais pas forcément optimisé. Donc Ouais. c'est ça, beaucoup de choses qui ont changé. Donc voilà, ensuite aujourd'hui en termes de progression, aujourd'hui on a passé les 12 000 utilisateurs de la plateforme. Donc 12 000 utilisateurs de la plateforme. On est en croissance constante, on a tous les jours plus d'abonnés que la veille. Donc ça, on suit ça très très proche. Et aussi bien des abonnés gratuits que des abonnés payants. On en a tous les jours plus que la veille, donc ça on est très content. Parce Ça, qu'effectivement, si vous ne le savez pas encore, l'Ornibox a lancé une offre gratuite que vous pourrez retrouver dans la description juste en dessous et qui en gros vous permet de vous lancer avec l'Ornibox jusqu'à de réaliser 4 ventes ou 5 ventes. Donc c'est cette idée de t'as pas besoin de mettre d'argent, fais d'abord tes ventes et puis quand tu auras fait tes ventes, tu commenceras à payer. Une offre un peu complètement différente et qui casse un peu le marché d'ailleurs. Bah, c'était le but en fait. Ça a été une des premières offres qu'on a mises en place quand je suis arrivé et sur laquelle voilà, l'Ornibox était déjà en réflexion. On est arrivé, on a posé ça et notre but c'était de trancher le marché avec ça et effectivement de dire aux gens il y aura pas moins cher que ça de toute façon. Donc cherchez pas. Il n'y aura pas moins cher que zéro. Oui, c'est ça. C'est après, sinon on file du blé pour commencer, mais enfin, on n'est pas Google quoi. Ouais. Et donc l'idée c'est en tout cas, on est arrivé avec ça. On a vraiment lancé ce truc-là. Et effectivement, donc aujourd'hui, on a une croissance au niveau de nos utilisateurs. On a un chiffre d'affaires, je le disais tout à l'heure, hein, mensuellement, on était sur des augmentations qui allaient entre 80 et 200% en fonction des mois par rapport à ce qui se passait l'année d'avant. Donc voilà. Et puis après, on n'a pas d'ordre, on n'a pas d'échelle de CA de ce que représente l'Ornibox aujourd'hui. Ou en tout cas, on peut. C'est compliqué de te le dire parce qu'encore une fois, on est sur les calculs en ce moment. Là, pendant que je te le fais, on en reparlera l'année prochaine, quoi. Quand on aura une trend un peu plus clean. En septembre ou un truc comme ça, tu vois, quand les trucs seront tombés efficacement. Mais tu peux regarder sur des trucs genre société machin, ce sont des comptes publiés, donc c'est facile à trouver, c'est public. Hein. Mais tout ça pour dire, si vous trouvez donc les comptes, vous aurez ceux de l'année dernière qui sont publiés normalement. Je disais on est sur une évolution très importante depuis par rapport à ce qui a été publié l'année dernière. Par rapport à N-1, bon c'est bien. Bertrand, avant de clôturer cette interview, j'ai quelques petites questions un petit peu plus deep, tu vois, parce qu'on est déjà à 1h15. Ouais. Après quoi tu cours aujourd'hui ? Toi qui es hyper actif et qui a besoin de nouveautés, après quoi tu cours aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Je cours. Écoute, déjà, je pense que je cours après, en ce moment, ma jeunesse, quelque part. Dans le sens où. Et c'est marrant parce que tu utilises le verbe courir parce que en fait, j'étais. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris la décision d'aller retourner courir souvent. Donc, je le fais. Donc voilà. Et donc, mais quand je cours, c'est ça que j'ai en tête. J'ai mes performances d'avant, j'ai mon corps d'avant, j'ai tout ça en tête. Et le lien que je fais avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que il y a une partie de moi qui aimerait croire ou aimerait trouver le truc où j'aurais aimé quand j'avais 20 et quelques années, à l'époque où j'avais le corps que j'ai en tête, la santé que j'ai en tête, etc., avoir les moyens dont je dispose aujourd'hui, tu vois, de pouvoir faire la fête avec les moyens, tu vois, que j'ai maintenant. Donc ça, c'est le genre de truc que je garde en tête. Et c'est un peu ça, je crois, après lequel je cours, c'est de dire, là, par exemple, il y a 10 jours ou 15 jours, on a reçu des amis à la maison, etc. Il y avait une douzaine de potes avec leur famille et tout. Et c'est un peu après ça que je cours, tu vois, de pouvoir rincer les potes, de pouvoir faire des gros barbecues dans un jardin qui est énorme, de pouvoir mettre de la musique, s'éclater, etc. Tu vois, en étant insouciant, être aussi insouciant qu'à 20 ans, mais avec le bagage financier de moi à 39, quoi. Ouais, c'est pas mal. Tu seras où dans 5 ans et tu feras quoi ? C'est marrant, on avait cette conversation il y a au repas ce midi. On avait la conversation avec Sarah et sa fille. On était en train de parler de ça. Où est-ce qu'on sera dans 5 ans ? Mais ailleurs, en tout cas, il y a de fortes chances et on ne sait pas en fait. Et en fait, dans 5 ans, on sait que ce sera une nouvelle ère. Et 5 ans, c'est pas anodin. Tu m'aurais dit, tu seras où dans 3 ans ? Je t'aurais dit, je serai toujours au Portugal. Ok.
Mais dans 5, non. Parce que dans 5, c'est lié à la scolarité de la fille de Sarah qui aura changé Ce sera à l'université. Ouais, en tout cas, ce serait dans un autre moment scolaire, dans un autre cycle scolaire, voilà. Et forcément, cet autre cycle scolaire, pour nous, rimera sûrement avec nouveau pays, nouvelle organisation, etc. Puisque bah, il est probable qu'elle ne sera plus, elle habitera plus avec nous, ou elle sera à l'école, à l'université, à un endroit, etc. Et donc, bah, nous, forcément, ça nous fera envisager les choses différemment. Donc, je sais pas où je sais pas où je serai, mais c'est aussi ça que je kiffe dans ma vie, c'est de me dire que ce sera une nouvelle aventure qui aura du sens à ce moment-là. Et tu feras quoi selon toi? Est-ce que tu continueras à monter des business et à les offrir aux gens? Est-ce que tu continueras à développer une énorme machine comme l'Ornibox? Qu'est-ce qui te ferait kiffer en tout cas? Bah, peut-être que ouais, ce serait. Alors, je vais pas tout dévoiler là, mais il y a déjà des choses qui se dessinent aujourd'hui. Là, je vais garder des choses un peu discrètes et confidentielles qu'on pourrait se partager autour d'une bière, par contre. Mais pour faire simple, je pense que ce sera la même chose, mais à une échelle multipliée par 5 ou 10. Je pense que je suis sur le point de mettre quelque chose en place qui n'existe pas et qui n'est que la démultiplication très forte de ce que j'ai commencé, enfin qui existe déjà aujourd'hui, mais à plus petite échelle. Donc grossir, plus de gens, plus de monde, plus d'impact. Plus de business, mais disons que voilà, c'est une industrialisation de ce truc qui a commencé aujourd'hui. Et donc un vrai impact sur le marketing francophone, voilà. Un truc énorme sur le Un ponte. Tonton Bertrand le ponte. C'est un peu ça, ouais. En tout cas, un incontournable. Un incontournable. Business Bakery, en tout cas, du coup, ça s'appelle cette fabrication de business. On va suivre ça de très près. Bertrand, est-ce que tu as une citation préférée? Tu sais, une belle punchline que tu mets au-dessus de ton lit et que tu lis avant d'aller te coucher ou que tu lis le matin pour te motiver? Alors, j'en ai trois en fait, mais parce que je les aime les trois et je serais incapable de te dire celle que j'aime le plus. Je les lis pas le matin, mais je les ai dans ma tête depuis des années et elles me suivent depuis des années. La première, c'est une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Intéressant. La seconde, c'est le tact dans l'audace, c'est savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Ouais. Et pour tous les networkers, je trouve ça excellent. Et la dernière est un peu plus longue, mais je trouve qu'elle représente une grosse façon de penser que j'ai, qui est on me fait abhorrer ces choses qu'on me présente comme des vérités. Savoir plus me donne toujours plus l'occasion d'être humble, toujours plus l'occasion de douter. Ok, c'est l'incohérence finalement entre savoir plus et en fait, c'est ce penser côté savoir, quoi. Tu penses que tu sais, en fait, tu ne sais rien. Quand des gens viennent te mettre dans la tronche des vérités absolues en te disant c'est comme ça que ça marche, c'est machin, etc. Moi, en général, ça me fait prendre un pas de recul et plus je découvre de choses, plus j'étudie la vie et machin. Et au contraire, plus à chaque fois, je me dis ça peut être ce que tu dis, mais ça peut être tellement d'autres choses aussi. Et on n'y connaît vraiment pas grand-chose. C'est intéressant, ça nous apprend deux choses, en tout cas, ces citations sur Bertrand, les amis. C'est ce côté à... Deux citations quand même pour dépasser les bornes, foutre le bordel et voir jusqu'où tu peux aller. Je pense que ça nous en dit beaucoup sur le personnage. Et cette idée, finalement, de n'accepter aucune vérité... à travers beaucoup de projets, mais... notamment peut-être avec ce projet de la famille que vous aviez démarré pendant un moment, où vous faisiez des défis, des trucs, je pense que ça le représente bien. Ok. Je t'ai perdu ton compte. Ouais, ça y est. La fin sur aucune vérité. Je t'ai vraiment ça t'a lâché là. Ouais, je sais. Et est-ce que c'est revenu? Je sais pas. Non, c'est pas revenu ici. Alors on va couper ça ici. On va exporter ça ici pour pas perdre ce putain d'audio. Ça c'est chiant un peu. Ça c'est un peu chiant, mais ça va bien le faire. Là par contre on est revenu, ouais, aucun problème. Donc on va garder celui-là. C'est pas grave. Sur la fin on perdra un peu. Hop. Ouais, je vais changer le micro bientôt. Je pense que c'est le câblage ou je pense que c'est le truc, mais on n'est pas sûr quoi.
On n'est jamais sûr de rien dans ce monde. Je disais du coup, ces deux citations représentent bien ton caractère et notamment ce paradoxe que tu avais poussé avec le projet sur la famille où vous lanciez des défis, vous essayez de vivre pratiquement au jour le jour, tout en développant quand même et tout en continuant d'apprendre et comme si on était éternel quoi. Finalement, ça me fait penser un peu à cette citation de Gandhi. Est-ce que tu as un livre en ce moment qui te fait kiffer, qui t'a chamboulé, un livre qui te fait kiffer? Ouais, bah c'est plutôt une série, parce que là je suis sur One Piece en ce moment. Ok, Le cool. manga. Et On est d'accord ou pas? Best développement personnel ever, les mangas. Et surtout un One Piece. One Piece, ça t'apprend la vie. J'adore, il y a plein de choses que j'adore dedans. Mais en fait, pour moi, la plus grosse leçon, c'est pas particulièrement One Piece, c'est sortez la tête du business quand vous lisez de temps en temps, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont tellement plus importantes à lire que du Tim Ferriss ou du Cialdini ou quoi que ce soit. C'est cool, il n'y a pas de souci, mais il y a tellement de choses croustillantes et savoureuses qui existent ailleurs que c'est bien de temps en temps d'aller voir autre chose. Cool. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais réaliser un de tes souhaits, on imagine la petite lampe du génie, tu la frottes comme ça, il sort, et là tu as un seul souhait à l'échelle que tu veux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ce souhait? Ça te plaît ce genre de questions? Je sais que ça te plaît ce genre de questions. Ça me plaît, en même temps, je trouve que ça me donne une responsabilité que j'aimerais pas avoir sur le monde, en fait. Je suis assez d'accord. En fait, je suis d'accord sans être d'accord. C'est-à-dire que il y a deux points de vue pour réceptionner cette question. C'est justement où tu vois l'opportunité pour toi et tu tires ton opportunité juste en étant complètement égoïste, égocentrique et c'est ok, tu vois. Ou tout de suite, tu te dis ah putain, je pourrais sauver la faim dans le monde, je pourrais sauver ci, je pourrais arrêter ça. Et là, le dilemme commence à venir et machin, truc. C'est très intéressant. Ouais. C'est ouf parce que après tu dis j'ai une responsabilité de fou sur le monde parce que un vœu je pourrais l'aborder au monde entier. Etc. Et alors, je pense que si j'étais sur moi, centré uniquement, je pense que je demanderais un truc qui est un truc bateau. Tu peux en demander qu'un. Tu peux en demander qu'un. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, si là je me centre sur moi et que tu vois, je prends 10 minutes de réflexion et à la fin j'arrive, je dis, allez, je fais un truc égoïste. Je fais un truc qui est le plus bateau du monde, je pense, et qui montre à quel point je suis pas encore à l'aise avec un concept qui va de toute façon être inéluctable, je pense que je demanderais la vie éternelle, vraiment. C'est vraiment le truc, tu vois, aujourd'hui je demanderais je pense ce truc-là parce que je me dis j'ai encore tellement faim de vie, tellement faim d'apprendre, tellement faim de voir, je suis tellement curieux de... c'est intéressant, dans cette période que tu disais tout à l'heure, courir après la jeunesse, la vie éternelle, c'est intéressant. Et ouais, et puis pareil, moi j'ai envie de voir à quoi ressemblera le monde dans 10 000, mais aussi dans 100 000 ans. Mais tellement, frère. Moi, cryogénéiser, je le fais, je pense. Ouais, mais bien sûr. Mais moi, j'y pense avec beaucoup de sérieux parce que je me dis, mais je veux voir dans 100 000 ans, c'est le monde. Enfin, tu vois, quand je vois déjà en 1000 100 000 ans, je sais pas. 100 000 ans, je sais pas. Mais je pense qu'effectivement, déjà 500 ans, 1000 ans, il se passe des trucs de ouf. Mais oui, mais regarde, tu regardes déjà, tu vois des ruines romaines. Moi, je suis déjà ému quand je vois une ruine romaine. Je me dis, putain, mais c'est... Alors, tu dis, dans 2000 ans, quand on sera, nous, des ruines romaines pour ceux dans 2000 ans, déjà, tu te dis, mais c'est un truc de cinglé. Donc voilà, donc ça, je suis tellement curieux de ça. Et après, si je suis... Frère, je suis vraiment, les voyages spatio-temporels, c'est bien sûr. La téléportation, la télékinésie... Pas du tout, justement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, ça se trouve. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Où on se rend compte qu'en fait, notre cerveau était un vrai chewing-gum et c'est les ordis qui sont passés. Mais je pense que c'est l'évolution de dingue sur la technologie humaine. La technologie, oui, mais la technologie humaine, je pense qu'il y a des trucs de malade. Mais typiquement, la cryogénisation. Alors, en ce moment, je regarde quelques séries sur le futur. C'est pour ça, tu vois ou pas. On est connectés, mais typiquement, j'imagine bien que, il y a peut-être une planète Terre complètement habitable, mais frérot, elle est à 50 ans. Il y a 50 années calendaires pour y aller. Du coup, on n'y va pas, parce qu'on peut pas revenir. On n'a même pas le combustible, on n'a pas la navette, on n'a pas tout ça. Le jour où on sait ça, et qu'on peut se cryogénéiser sur le voyage, etc., je suis sûr qu'on découvre des trucs de malade dans l'univers, tu vois. Même carrément. Mais tu sais, c'est... pour ça, j'aimerais bien. Petite souris. Cette question-là, elle est obligée. Enfin, moi, en tout cas, elle vient me chercher souvent. Elle me dit, oui,
la vie éternelle parce que j'en ai pas assez bouffé encore, j'ai envie d'en bouffer plus et tout le temps, etc. Après, derrière, si je me place à l'échelle de l'humanité, que je me dis j'ai un souhait et que ce souhait, je décide de le mettre sur l'humanité, à la place, je pense que moi, ce serait un truc autour de la violence et de la compréhension, un truc comme ça, de me dire, vas-y, genre, à un moment donné, putain, mais c'est juste, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, régler les choses sans être dans une forme de violence, quelle qu'elle soit, et que voilà, je serais quelque chose autour de ça. Parce que voilà, régler la faim, régler machin, etc., les inégalités, tout ça, c'est pas mon truc, mais peu importe ce qu'on a à régler, qu'on puisse le faire, putain, mais avec ce on ose appeler avec de l'humanité, quoi. Je pense que la réponse, c'est l'amour. Ça paraît tellement cliché, mais je suis tellement aligné avec ce que je raconte là. C'est l'amour à partir du moment où tu comprends que ton voisin, il est un peu plus toi que ce que tu vois de lui ou que ce que tu penses de lui et que tu acceptes que on est tous les mêmes en fait. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cet ennemi commun qui nous fait nous rallier. On pourrait l'avoir si demain il y a une guerre nucléaire avec la Corée qui veut nous tirer dessus et là du coup, tu vois le Covid, tout le monde s'est mis, on applaudit, on est tous un, l'humanité génial, fin du Covid, boum. Guerre raciste, tu vois, on est parti. Ah oui. Si on se rendait un petit peu plus compte, typiquement dans cette crise-là, Black Matter Live, que les blancs et les noirs, on est dans le même camp, qu'on est les mêmes. Si on comprenait tout ça avec un peu plus d'amour, je suis persuadé que les choses se passeraient différemment. Je ne peux que être d'accord avec ce que tu partages. On attaque tout de suite la question à 1 milliard avant de clôturer cet épisode. On est toujours dans l'interview de Bertrand Millet, alias le marketing mental. La question à 1 milliard, du coup, Bertrand, avant de te libérer. Est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Je pense que il y en a qui ont des tournures qui vont plus s'y prêter ou qui leur donneront beaucoup de facilité par leurs jeunes années, développées par leurs jeunes années. Mais maintenant, je vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait vraiment envie, il pourrait pas y arriver. C'est comme tout. Je pense que quand tu es réellement motivé par quelque chose et que c'est une voie dans laquelle tu veux vraiment aller, même si c'est moins facile que pour certains autres, il n'y a pas de raison, le chemin n'est pas bouché. Hein. Donc voilà, après je pense que c'est toujours la même chose, c'est très souvent on est entrepreneur de quelque chose dans sa vie, même si on n'est pas entrepreneur au sens économique du terme, on reste entrepreneur de vacances. Tu sais, des fois je rencontre des gens qui se disent pas entrepreneurs et puis tu les vois, tu les mets sur des projets type caritatifs ou bien, et ils font des trucs de cinglés. Tu dis, ils ont réussi à faire venir à trifouiller les 3 galettes des stars de rayonnement national ou international. Tu dis, mais comment t'as fait ça? Et ils te disent, je sais pas, je leur ai parlé de mon projet et ça leur a plu. Et t'as envie de dire, mais mec, mais tu sais pas en business comment ce truc-là c'est monétisable. Le niveau de leadership, ouais. Ben ouais, c'est ça. Donc je me dis, ouais, je pense que le chemin est ouvert pour tous. Maintenant, voilà, je pense que c'est comme un corps de rêve, c'est comme beaucoup de choses qui aujourd'hui sont situées comme étant des objectifs, on va dire un peu fantasmés. Je pense que le chemin est ouvert à tous, mais on n'est pas tous prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour y aller, et que ce qui fait qu'au final tout le monde n'ira pas et que c'est autant un oui qu'un non. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices, est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle a ce qu'il faut pour être entrepreneur? Non. Mais dans l'absolu du monde, oui, elle pourrait si elle était prête à les faire. On adore le niveau de détail et de spécification. Bertrand, quelle est selon toi la part du développement personnel dans la vie d'un entrepreneur ? Alors, c'est dur pour moi de répondre parce que comme j'ai quand même évolué pendant 7 ans dans le dev perso, parce que j'ai été enseignant en hypnose pour une grosse école, donc qui dit que je suis toujours enseignant en coaching d'ailleurs depuis, ça va faire 8 ou 9 ans. C'est dur pour moi de savoir parce que j'ai eu une période où pour moi c'était la vérité. Ensuite, j'ai eu une période où je me suis fâché avec le développement personnel, j'étais très, très énervé.
Et aujourd'hui, je me dis oui, mais je ne peux pas enlever l'impact que ça a eu sur ma vie et sur qui je suis dans ce que je fais. Donc je dirais que ça aide en tout cas. Je pense que tu peux, sans avoir été du tout dans le dev perso, être un super entrepreneur et tout, mais ce que je vais souvent voir, c'est des entrepreneurs dans la souffrance. Et il y en a beaucoup des entrepreneurs dans la souffrance, et je pense que le dev perso, si ça peut peut-être t'apporter une clé en tant qu'entrepreneur, bon, ça peut être la clé de mieux entreprendre et peut-être d'être plus performant. Mais je crois qu'il y a aussi, ça peut te donner une clé pour être un entrepreneur qui est moins dans la souffrance, moins dans l'effort, moins dans la difficulté, ou peut-être qui regarde un peu plus clairement ses démons et qui peut-être ne va pas blâmer le monde, le marché, les autres, la concurrence ou je sais pas quoi, mais va peut-être se regarder lui et se dire, si je suis toujours en train de bosser 18 heures par jour alors que j'ai une boîte qui tourne, je vais peut-être arrêter de me faire croire qu'il y a des bonnes excuses et que c'est peut-être que moi j'ai un truc à régler qui ne m'appartient qu'à moi. Tu vois, c'est peut-être dans des choses comme ça où ça peut aider à peut-être faire en sorte que ce voyage ambitieux qu'est l'entrepreneuriat, eh bien, soit peut-être plus doux et moins dans le combat. Ça se matérialise comment le développement personnel pour toi dans notre vie? Entrepreneur ou dans notre vie tout court, quoi. Bon, moi, je pense dans la relation aux autres principalement, parce que dans sa relation à soi, c'est vrai, mais c'est peut-être moins concret. Mais dans la relation aux autres, c'est là, je pense que ça devient un peu plus concret, dans sa capacité, dans le type de posture qu'on a. Par exemple, tu vois, je pense au partenariat. Est-ce que tu es dans une posture où tu es toujours en train de te préparer à être arnaqué? Est-ce que tu es toujours sur la défensive? Est-ce que machin? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt en mode plutôt ouvert en disant, bah tiens, ça peut déboucher sur quelque chose de sympa. Ça va se retrouver aussi de façon concrète sur la répétitivité des embûches dans lesquelles tu tombes. Complètement. Et tu vois, je me dis, mais enfin, moi, je suis le premier, par exemple, pendant des années, mais je sais pas combien de temps ça m'a poursuivi. J'étais, mais broke à la fin du mois, mais à des points, mais alors que je gagnais déjà des revenus qui étaient substantiels, mais c'est-à-dire, j'étais déjà à plus de 10-15 000 euros par mois. Et à la fin de l'année, à la fin du mois, je veux dire, je finissais, mais j'étais rincé. Et tu peux te dire, et j'avais toujours une bonne raison. C'était là, tu dis oui, mais parce que tu comprends. Il y avait ça, fallait payer ça, et puis ça. C'est exceptionnel, promis, je te jure. Exactement. Et le mois prochain, je faisais des projections le mois d'après. Comme il n'y avait pas ça, j'étais censé le mois d'après. Mais au bout d'un moment, tu dis, quand ça revient comme ça cycliquement, le dev perso te permet d'être dans une posture qu'on appelle méta, c'est-à-dire de te regarder un peu plus en train de faire les choses et donc peut-être de te dire, attends, 2 secondes. Tu sais très bien qu'en prononçant ces mots-là, tu prononces les mots de quelqu'un qui est enfermé dans un processus. Donc, ça te donne une vigilance peut-être supplémentaire. Après, je pense que ça, c'est quand on est arrivé à un niveau de dev perso dans lequel on est sorti de la phase amoureuse du dev perso. Ouais. Parce que quand tu es dans la phase amoureuse du dev perso, au contraire, tu es aveuglé par toute la puissance que ça peut t'apporter. C'est-à-dire, en mode, parce que je suis formé, alors je crois que j'ai réglé mes problèmes. Le nombre de personnes, par exemple, avec qui j'ai pu discuter en tant que formateur ou alors en tant que participant, stagiaire dans des stages où effectivement tu vas parler à quelqu'un de sa relation avec ses parents, avec sa mère, avec son père par exemple, et il va te dire ah oui non mais ça c'était avant, maintenant j'ai travaillé dessus, maintenant c'est bon j'ai travaillé dessus. Oui mais si tu as vraiment travaillé dessus, tu sais qu'en fait tu ne t'en sépareras jamais, ça c'est toujours quelque chose que tu porteras avec toi de façon plus différente, plus légère. Oui. Mais, je veux dire, si tu as eu une enfance hyper compliquée et chaotique avec ton père, c'est pas parce qu'un jour tu as fait une séance de grande méditation intense ou d'hypnose humaniste, de je sais pas quoi, que ça y est, t'es lavé à jamais. Ça veut juste dire que peut-être les conséquences négatives que tu vivais au quotidien seront plus cool ou elles disparaîtront peut-être, mais l'impact que ça aura eu sur le reste de ta vie sera toujours là. Et c'est un petit peu ça, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te mets à mettre des trucs dans des angles morts en croyant que tu les as réglés, tu ne les vois plus. Et c'est juste ça qui parfois est difficile, mais je pense que sinon ça peut te donner effectivement... Quels sont les outils selon toi du dev perso? J'ai la vision notamment de dire aux gens que justement le dev perso c'est pas la grande méditation du grand prêtre, gourou, machin, mais que le dev perso en fait on en fait déjà tous au quotidien dans notre vie. Quand à un moment donné on a un comportement émotionnel qui part un peu en couille, où on se dit tiens stop. Communication, chercher à améliorer ta communication, chercher à améliorer un peu ta vie, tes résultats, tes habitudes.
bah, tu te développes personnellement en fait. Tu cherches d'autres solutions, tu cherches à comprendre, accepter un peu la part de responsabilité que l'on a dans ce que l'on fait au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui ont ça naturellement, ce qui fait de très bons entrepreneurs sans jamais avoir à ouvrir un bouquin de dev perso. Il y a des gens comme moi qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de visualiser. Et du coup, le dev perso a été très révélateur pour moi. Il m'a donné des vrais outils. Il a mis des noms sur des trucs, sur des concepts, etc. Et aujourd'hui, selon toi, quels sont les outils un peu incontournables pour travailler son dev perso et évoluer? Je pense que, en fait, le dev perso, à la base, pour moi, c'est une démarche. Et qui dit démarche, dit être prêt à s'investir réellement. Et qui dit prêt à s'investir, ça veut dire aller dans un stage ou dans un programme. Peu importe lequel, même si c'est le moins bon des formateurs, le moins connu, le moins certifié, on s'en fout. Rien que le fait que tu aies osé faire un truc qui soit nouveau, et je parle pas de ceux qui ont déjà fait des choses, je parle de celui qui n'a jamais fait. Aller te dire, je vais chercher un stage sur Internet. Et moi, j'irais vraiment sur quelque chose en physique. J'irais pas sur un truc en ligne, parce qu'en ligne, tu peux conserver un certain confort. Non, j'irais sur un truc vraiment qui est challengeant, c'est-à-dire te payer un stage à plusieurs milliers d'euros, qui t'envoie un peu loin de chez toi, pendant plusieurs jours. En Tanzanie, pour un stage commando d'une semaine où tu vas manger de la boue. Avec Bear Grylls, tout à fait, tu peux faire ça si tu as envie. Mais en tout cas, tu es d'être dans un truc où ça te challenge et tu sors de tes bases. Rien que ça, c'est du dev perso. C'est déjà un vrai premier pas. Et il est fort à parier que tu repartiras de cette expérience déjà grandi. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que vivent les gamins qui vont en colo. Exactement. Enfin, tu vois, complètement. C'est la même chose. Et s'il existait l'équivalent des colos pour adultes, mais qu'il y avait des super adultes qui t'obligeaient à y aller, parce que tu n'irais pas sinon, exactement. Ce serait la même chose. Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est cette capacité à vivre des aventures, à se remettre en question, à ne pas accepter, accepter qu'on ne sache rien en fait, et qu'on ne connaisse pas nos limites et sortir un peu de ce carcan pour créer des choses nouvelles. Bien évidemment, comme d'habitude, la lecture, la méditation, les stages. Je peux que vous recommander d'aller à la Greatness Academy quand elle est de passage à Paris ou dans les stages d'Enzo Honoré quand il est pas loin de chez vous. Merci beaucoup, tonton. C'était un vrai plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Ouais, carrément. Le mot de la fin, c'est écoute, Enzo, maintenant tu es obligé de venir me dans marketing et pyjama, man. C'est génial cette idée. C'est dans 2 semaines, mardi prochain, dans 2 semaines. Non, pas mardi prochain, mais mardi dans 2 semaines. Tu es obligé d'être là, tu réserves. Surtout que les horaires sont bien pour toi. C'est de 22h minuit de France. Donc pour toi, c'est confort. Pour moi, c'est l'après-midi, chilling. Mais bon, je mettrai quand même un pyjama. Par contre, sache que je dors tout nu. Voilà. Heureusement, c'est un podcast. Non, c'est en vidéo maintenant. On a décidé de mettre en vidéo en plan fixe. Mais effectivement, non, vraiment, tu es obligé de venir. Voilà, ce sera pour moi le mot de la fin. Tu n'as plus le choix. Tu es bound. Avec grand plaisir, les amis. Je vous invite à retrouver du coup Marketing et Pyjama, qui est le podcast un peu sur le même format, profond, long. On se prend pas la tête, on décortique, on parle business, on parle avec des copains. Et on s'amuse bien, et puis bien évidemment d'aller suivre Marketing Mentaliste sur tous ses réseaux et de regarder un petit peu ce qu'il fait. Il y a des choses différentes, il y a des initiatives différentes, il y a des choses que vous n'allez pas retrouver chez tout le monde grâce à sa personnalité, on va dire assumée, et puis à son background très diversifié. Donc je ne peux que vous recommander d'aller voir un petit peu tout ça. Et puis je te remercie encore une fois, Bertrand, c'est toujours effectivement un vrai plaisir. Je vais essayer dans la prochaine interview de peut-être pas répondre aux questions, sinon effectivement... Mais c'est parfait en fait. Je pense que j'ai accepté... Tu sais, là je faisais avant les interviews en live, là on revient sur une interview parce que je veux la profondeur en fait. Je me suis rendu compte que je veux la profondeur, que c'est ça que j'aime. Et indirectement, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure et pour clôturer l'émission, cette capacité à me connecter avec mes potes, puisque clairement la majorité des gens qui vont venir, c'est soit mes potes, soit des gens que j'aimerais qu'ils soient mes potes, tu vois. Eh bien, c'est de pouvoir connecter avec eux. Là, moi, pour le coup, je suis en République Dominicaine depuis des mois. Je suis toujours fucking confiné. Moi, je n'ai vu personne. Je n'ai vu aucun des copains depuis plusieurs mois. Alors, je négocie avec les copains pour que ça bouge à Punta Cana et qu'on prenne une semaine de vacances. Le confinement est arrivé entre deux. Je me suis fait baiser.
Donc là, bientôt, visiblement, les frontières vont rouvrir, etc. Il va y avoir du mouvement. Mais effectivement, c'est aussi un moyen de connecter et puis d'avoir des discussions complètement perchées sur la vie. Parce qu'il faut savoir un truc, hein. Mais en tout cas, chez nous, en tout cas chez moi, quand on a des soirées en entrepreneuriat, alors oui, pendant 20 minutes, tu parles de ton bug, de ton lancement qui a marché ou qui n'a pas marché, d'un client qui te pète les burnes, d'un partenaire un peu véreux qu'on connaît tous. Bon, voilà, ça c'est une demi-heure. Puis le reste du temps, on parle de la vie, on parle des gonzesses, on parle du soleil, on parle de qu'est-ce qu'on a envie de faire demain, tu vois. En gros, c'est ça. Et c'est aussi pour ça, du coup, que tu écoutes le Super Enzo Show pour pouvoir découvrir toutes ces histoires. Merci beaucoup à toi, Bertrand. C'était un vrai plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt dans Marketing et Pyjama. Et puis, à mon avis, dans un an pour un nouvel épisode. Carrément, avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Alors les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode avec Bertrand? Incroyable, hein, toutes ces aventures de voyage, toutes ces émotions, ces ups et downs que l'on peut vivre. J'espère en tout cas que le partage de ces aventures de vie à cœur même, j'ai envie de dire, vous en plu. Comme d'habitude, faites-le nous savoir en laissant un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Mettez un commentaire juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de l'interview et également pour nous dire quelle est la personne que vous aimeriez que j'interviewe. Comme d'habitude, vous pouvez découvrir un extrait de mon livre juste en dessous dans le lien dans la commentaire et également toutes les formations gratuites ou payantes que l'on propose. Tout ça est disponible juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Super Enzo Show spécial interview et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt les amis. Ciao ciao.